Et nous apprendre encore, parce que, écoutez, vous m'avez étonné d'une façon extraordinaire quand vous m'avez dit que notre ville était née par accident. Par accident. Et je voudrais bien que les gens l'apprennent en même temps que moi. Alors, c'est pour ça que vous êtes là. Mais avant qu'on en arrive à ce fameux accident-là, d'abord, la naissance est née par l'électricité, quoi. Ben oui. Il faut le dire que c'est Ben oui. arrivé comme ça. Mais vous m'aviez dit aussi au départ que c'était pas tellement sous la forme d'hydro que l'électricité s'était développée dans notre coin ici. Comment c'est arrivé? D'abord, ça commence à Montréal, tout ça? Bien, il faut dire, si vous permettez, d'abord, c'est un accident, mais il faut dire que c'est un heureux accident. Hein? Très heureux. Un très heureux accident. Sans lequel, on serait pas là. On ne serait pas là. Et puis, si vous permettez, on va reculer un petit peu vers 1875 à Montréal. Oui. C'est qu'à cette époque-là, la population, c'est-à-dire Montréal connaissait une augmentation de population sans précédent. Et puis, le développement de l'industrie était très considérable. Il y avait beaucoup besoin d'électricité. Il s'était formé plusieurs petites compagnies, plus ou moins importantes. Il y en avait des plus grosses que d'autres. Ils fabriquaient de l'électricité à partir de la vapeur qu'ils obtenaient par le charbon ou le gaz. Alors, c'était... il n'y avait pas d'hydro, les dynamos puis les choses s'étaient actionnées à la vapeur parce que c'était la méthode à cette époque-là. Pour fabriquer... Puis la consommation étant presque... La consommation était de plus en plus forte. Et puis, la population avait commencé en 1885 à réclamer l'éclairage des rues. Et puis, en 1892, ça a été les premiers tramways électriques qui ont circulé dans les rues de Montréal. Alors, il y avait besoin de beaucoup d'électricité. Il y avait besoin de beaucoup d'électricité. Et puis... les Canadiens, les Montréalais, les financiers montréalais, gardaient le marché de la finance pour eux. Et puis, les Américains auraient bien aimé, eux autres, à vouloir s'introduire sur le marché de l'électricité parce que ça paraissait devenir de plus en plus payant. Mais pour Montréal, c'était Pour Montréal, il y avait une muraille. C'était comme un peu comme une muraille, ça. Il n'y avait pas de moyens pour les Américains. Parce qu'à Montréal, eux autres, ils ont commencé vers 1887 à songer à construire à construire des barrages pour pouvoir utiliser les rivières. Mais ils ont fait ça à Montréal même? Oui, il n'y avait pas beaucoup, par exemple, à Montréal. Les rivières ne sont pas tellement impétueuses comme le Saint-Maurice. Ils sont venus à bout d'organiser la première centrale en 1897. À quelle place? Au canal de la Chine. Au canal de la Chine? C'est-à-dire des rapides de la Chine. Dans les rapides? Les rapides de la Chine. Ben, c'était un endroit merveilleux pour ça. Elle a été inaugurée, la première centrale, en septembre 1897. Mais c'était par des intérêts québécois, cela? Ah, c'était tous des financiers de Montréal, ça, puis il y en avait de langue anglaise et de langue française. Et puis, il y a eu une deuxième centrale, presque 2 ans après, qui a été inaugurée, sur la rivière Richelieu à Chambly. Ah bon? En 1899, celle-là. C'est pas tellement loin des nôtres, celle de Shawinigan. Non, c'est tout à fait près. Bon, ben, là, les Américains, eux autres, ils voulaient s'en venir? Ils voulaient s'en venir. Ils ont entendu parler de la rivière Saint-Maurice et puis des possibilités de l'achat de Shawinigan. Et puis c'est à partir de 1896, probablement, qu'ils ont décidé de venir s'établir ici. Qui sont ces premiers? Alors, ces gens-là, c'était des Américains. Oui, des Américains. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire affaire à Montréal. Non. Mais ils ont découvert la rivière Saint-Maurice. Ils ont évidemment été informés par quelqu'un. On verra ça un petit peu plus tard. Mais alors là, qu'est-ce qui arrive? Ce sont 3... Comment il s'appelle, le bonhomme, là? Ce sont 3 Américains de Boston. Américains de Boston? Ouais. John Joyce, qui était propriétaire de brasserie, puis qui avait des capitaux, qui plaçait ici et là dans des industries. Et ensuite, il y avait Henry H. Melville, qui était un financier, lui aussi, qui était intéressé à une banque à Boston. Et puis, un plus jeune qu'eux, Edward Alfred Aldred, qui était lui aussi intéressé dans une compagnie de production, je ne sais pas, quelconque. Et il était puis aussi assistant dans une banque. Fait que ces 3-là se sont concertés, puis c'est eux qui sont à l'origine de la fondation, de la formation de la Shawinigan Water Power. Qui a eu lieu à peu près vers quelle date? En fait, ils ont construit, ils ont bâti la Shawinigan Water. Ils ont commencé à étudier l'affaire, mais ils ont rencontré d'autres financiers montréalais. Ils ont eu une réunion en mai 1897. Ils sont intéressés des Montréalais à se joindre à eux. À se joindre à eux.
pour capitaliser leur affaire. Et puis Puis ils ont formé la ils Shawinigan. ont formé la Shawinigan Water Power. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite, ça. C'est que le premier pas franchi, là, a été fait le 9 septembre 1897, lorsque John Joyce, par l'entremise de son fondé de pouvoir nommé Russell de Montréal, a acheté du gouvernement provincial le pouvoir d'eau de la chute Shawinigan. C'est Joyce qui a acheté ça. C'est Joyce qui a acheté ça. Ça avait été mis aux enchères par le gouvernement provincial, puis il a offert le plus gros prix. Il a payé 50 000 Pour le pouvoir d'eau. pour le pouvoir d'eau, et avec la promesse, puis l'obligation de dépenser dans les 18 mois suivants 2 millions de dollars pour mettre à profit, c'est-à-dire pour exploiter ce pouvoir d'eau-là. Et après ces 18 mois-là, il fallait encore qu'il dépense 2 autres millions. Ça, c'était la condition. C'était les conditions, de la vente. pour les conditions pour de la 50 000 vente. Pour du 50 000, gouvernement, ouais. etc. 18 mois, c'est important. 18 de mois. signaler. Ça, je ne savais pas ça. Ouais. Et puis, après avoir intéressé les financiers, là, montréalais, comme il y avait M. Greenfield, McGauld, il y avait le sénateur Forgette, William McDougall, Thomas McDougall plutôt, puis un nommé Mitchell de Drummondville, qui était déjà propriétaire d'un chemin de fer dans ce coin-là. Puis tous ces personnages-là et plusieurs autres ont signé conjointement une demande d'incorporation qu'ils ont envoyée à Québec le 20 octobre 1897. Ils sont les signataires de l'incorporation. D'incorporation, de demande d'incorporation. Alors, monsieur Joyce a compris qu'avec son 50 000 l'envergure était considérable. Il avait besoin de finances, là. Il avait besoin de finances. Et puis, dans leur demande d'incorporation, ils demandaient la permission, ni plus ni moins, de fabriquer de l'électricité. Mais ils spécifiaient aussi que leur intention était de fabriquer du carbube et de l'acétylène. Oui, mais à ce moment-là, on pensait que... On n'aurait jamais pensé que ça se produirait ici. Je pense qu'ils pensaient de fabriquer ça pour Montréal. Ben oui, parce que le marché d'électricité, il était à Montréal. C'était le but de la Shawinigan Water and Power, de fabriquer de l'électricité à Shawinigan. Ouais. Mais et c'est tout. Et de la transporter. Il a à transporté, Montréal. fabriqué le carbure. Ouais. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs dès 1902. Il y avait déjà une ligne qui était construite et puis il vendait de l'électricité à Montréal. Alors, en même temps, c'était pour les tramways et puis toutes ces choses-là. Là. Mais la fabrication de l'acétylène, là, dans la demande d'incorporation, c'est pas spécifié qu'ils voulaient faire ça à Shawinigan. Non, c'est ça. C'est à Montréal, je pense bien, qu'était prévue la fabrique d'acétylène. C'est parce que c'était là qu'était le marché. C'était là qu'était le marché. L'idée de Shawinigan, ici, si vous me permettez, M. Larochet, c'était uniquement le pouvoir électrique. C'était le pouvoir électrique. Et point. Il y avait l'intention de développer ça pour C'était pas dans leur intention. D'où on viendra avec l'accident dont on parlait tantôt. Là. Bon, alors, tout ça, c'est... bon, alors là, ça commence à fonctionner. Vous allez peut-être me demander comment ça se fait que ce sont des Américains qui ont pensé... Mais c'est ça. C'est parce qu'il n'y a pas de Canadiens qui ont pensé à ça. On avait ça ici dans notre cours. Il y en avait d'autres. Il y avait des Trifuviens qui avaient pensé, mais il n'y avait pas l'argent qu'il fallait. Il avait fait un offre au gouvernement provincial à un certain moment, et puis il y a eu des élections. Le gouvernement qui était là, c'était un gouvernement conservateur, je me rappelle bien, puis il demandait un prix ridicule pour la vente du pouvoir d'eau. Puis quand le nouveau premier ministre est entré au pouvoir, c'était un libéral, il a trouvé ça que c'était ridicule. C'est là qu'il a augmenté le coût de vente. Là. Il trouvait que... Et je pense qu'il avait été offert 2 000 pour les gens de Trois-Rivières. Il ne faut pas oublier que c'est moins... Mais dans ce temps-là, parce que le 50 000 de M. Joyce, là, ça commençait à être quelque chose. Ça commençait à être quelque chose. Dans les années 1897. En 1897... Mais c'est quand même... c'est pour ça, parce qu'on n'avait pas beaucoup de finances ici. C'est pour ça qu'on ne trouve pas beaucoup de... Et puis moi, pour continuer mon histoire, je me suis toujours demandé comment ça se fait que les Américains ont été informés de la puissance du Saint-Maurice. Pourquoi? Et puis après avoir fait des recherches, et puis avoir lu différents textes, je me suis bâti une hypothèse qui m'amène à être presque convaincu que le personnage principal de toute cette histoire-là, c'est Henry H. Melville de Boston. C'est Melville qui a été à l'origine de tout ça? C'est Melville qui est à l'origine de tout ça. Alors lui, il serait venu ici avant... Joyce est venu il y a longtemps. C'est lui qui aurait informé Joyce? Oui. J'ai bâti mon hypothèse, mais là, à partir de différents points. Pour commencer, en 1899, en octobre, là, il y a eu un plan qui a été fait par des ingénieurs Pringle à la demande de la Shawinigan Water and Power pour le plan directeur de la future ville de Shawinigan. Oui. Bon.
Et puis, sur ce plan-là, là, c'est un peu fantaisiste, mais tous les noms de toutes les rues sont numérotés, puis les avenues portent des noms d'arbres. Puis dans tout le plan, il n'y a seulement comme on dit, une entité géographique là, qui porte un nom. C'est la grande île au centre du Saint-Maurice, l'île Melville. Non, mais écoutez, tout le monde sait de qui on parle, mais on sait jamais, on n'a jamais su. Moi, j'ai jamais su ce que ce bonhomme-là avait fait dans sa vie. C'est justement, c'est là qu'après avoir fait des recherches... Vous, c'est par déduction, en faisant des recherches? En fait des recherches. Où vous avez fait ça, ces recherches-là? Oh, ici et là, voyez-vous, j'ai commencé, j'ai trouvé en 1936 le texte d'une entrevue que M. Viviane Beryl, le premier maire de Shawinigan, avait donné à un journaliste de Trois-Rivières. Et il lui parlait dans son entrevue de son ami Melville, à 2 ou 3 reprises. C'est M. Beryl, ça? M. Beryl. Puis il montrait même une photographie sur le mur qui avait exposé, où il était photographié en même temps que M. Baudry-Lemaitre, deuxième maire, et puis M. Melville. Il était photographié devant l'hôtel Veilleux, l'hôtel Almoville, de l'autre côté. Il attendait probablement pour prendre le traversier pour les amener à Shawinigan. Alors, M. Beryl était... un des amis de M. Melville. Et je me suis toujours demandé si c'était pas lui qui était responsable de la venue de Viviane Beryl puis de son frère à Saint-Boniface, où ils ont acheté le moulin à scie, là, parce qu'il était établi à Actonville, aux autres d'un canton de l'Est. Oui. Il devait peut-être savoir qu'est-ce qui s'en venait. M. Beryl, c'est un Canadien. C'est un Irlandais. C'est un Irlandais, mais il était né au Canada? Il était venu au monde en Irlande. En Irlande. Oui. Il est arrivé au pays en 1872. Mais ils sont établis à Saint-Boniface, vous m'avez dit? Oui, ils ont acheté un moulin, là, je ne me rappelle plus du nom du monsieur, là, qui ne marchait pas très bien. Puis ils en ont construit un autre groupe, quelques centaines de pieds plus loin. Et puis, ils se sont mis à travailler, à fabriquer, préparer du bois de construction. En fait, M. Beryl a été le premier maire de la ville de Shawinigan. Premier maire de Shawinigan. Et il a vendu ce moulin-là en 1905 pour se consacrer seulement dans le commerce du bois. Et dans vos déductions, votre synthèse que vous avez essayé d'établir, là, il y a en reconnaissance... Ouais. Ensuite, c'est arrivé d'autres choses. C'est que je me suis aperçu en lisant des notes qui concernaient des activités du conseil d'administration de Shawinigan. En 1898, quelques mois après l'incorporation de la compagnie qui avait eu lieu au mois de janvier, M. Joyce, qui était le détenteur de la très grande majorité des actions dans la Shawinigan Water and Power, demande puis obtient de transférer 830 de ces actions privilégiées à M. Melville. Puis c'est bien spécifié, ça a une valeur de 83 000 $. C'est bien spécifié que ce transfert-là se fait pour service rendu. Ah, ça veut dire ça. Hein? Là, vous avez votre lien dans votre recherche. Et ensuite, en faisant d'autres recherches à grand-mère au centre administratif de la console, j'ai découvert une liste de concessions forestières dans le haut du Saint-Maurice. J'ai découvert que vers les années 1890, André Melville était propriétaire d'une concession forestière. Donc, ça veut dire qu'il connaissait le Saint-Maurice. Il connaissait très bien. Il connaissait le Saint-Maurice. Il était venu ici longtemps, ouais. Hein? Et puis, je suis à peu près certain que c'est lui, qu'une fois retour à Boston, qui a informé son ami Joyce des possibilités du Saint-Maurice, puis qui l'a convaincu d'acheter le pouvoir de la chute de Shawinigan. Alors, c'est ça qui est arrivé. C'est à peu près ça, certain, ça. Alors, comme ça, Joyce et on fait partie du conseil d'administration de la Shawinigan Water, fort probablement. Oui, bien, quelques semaines après la formation de l'incorporation, ils ont formé un conseil d'administration. C'était un M. Gall qui a été élu le premier président. Puis il l'avait baptisé, lui, le roi canadien du coton, parce qu'il était intéressé dans les filatures de coton au Québec. Ouais. Il a été à l'origine de la Wabassu, par exemple? Peut-être, je n'ai pas pu savoir ça. Ensuite, il y avait l'avocat Greenshield de Montréal. Cet avocat-là avait été défenseur de Riel en 1895. Ah, c'est à cette époque-là? Oui, c'est à cette époque-là. Ben oui. Et il y avait le secrétaire Beaumont Shefford, qui était de Montréal. Le trésorier, ben, c'était notre ami Aldred, dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure. Et puis ensuite, il y a eu les directeurs John Joyce, Henry Melville, et puis le sénateur Forget, c'était l'oncle de notre future sénatrice, Mme Thérèse Casgrain. C'était son oncle. C'était son oncle, oui. Et puis, il y avait Thomas McDougall. Qu'on a bien connu. Ben, moi, je ne l'ai pas connu, mais... Il était gérant général de la Banque de Québec.
C'est ça la fameuse fondation La McDougall. fondation McDougall, c'est lui qui est à l'origine de la fondation McDougall. Qui a fait beaucoup de bien ici. Il a fait beaucoup de bien. Si je ne me trompe pas, durant que vous étiez maire, là, il y a eu un don assez important pour l'agrandissement du centre culturel. Oui. Hein? Ah oui, oui. C'est la fondation McDougall qui avait... Puis il a fait d'autres dons aussi. Il a fait d'autres dons ici à Shawinigan. Alors que vous étiez, je pense, en charge de l'histoire, du patrimoine, pour quelque chose de même. Il nous a aidé à dresser 2 ou 3 petits monuments à Shawinigan, des pierres, c'est-à-dire des monuments commémoratifs à l'école technique. Là. On a eu de l'argent de cette fondation-là. Le McDougall, c'est lui, la Banque de Québec? Oui, la Banque de Québec. Ça. Puis d'autant plus, c'est pour ça que la première banque qui était établie à Shawinigan, justement au coin de la rue Cascade de la station, c'était la Banque de Québec. Il ne faut pas se surprendre. Pas se surprendre, tout à fait. Elle n'a pas été longtemps à Shawinigan, par exemple. Ça a été quitté. Coin Cascade de station, tout près de l'école technique. Dans le fameux édifice qui appelait le Parthénon. Le Parthénon. Ouais. Alors, c'était la première banque. Avant la commission des liqueurs, comme on disait à l'époque. Ça va déjà rester là-dessus, ma vieille compte de ça. Alors ça, ce sont les gens qui ont fait partie... Mais M. Joyce, là, M. John Joyce, lui, comme principal, il a déjà investi énormément d'argent dans tout ça. Contrairement à ce qu'on pense, il n'avait pas investi dans le Shawinigan. Arrêtez donc. Le Shawinigan, le Water and Power, c'est assez drôle de voir ça. Dans les tout débuts, il n'y avait pas d'argent. C'est une compagnie qui s'est formée presque à crédit. Arrêtez donc ça. Après crédit. Les parts importantes là, que M. John Joyce avait dans la compagnie, là, je peux vous expliquer comment c'est qu'ils ont eu. C'est que dès que la compagnie a été formée, puis le conseil d'administration formé, il a cédé ses droits sur la chute d'eau qu'il avait achetée en 1897. Pour combien? Il les a cédés à la Shawinigan Water and Power. Comme on se rappelle, j'avais payé 50 000. Hein? Oui. Il les a cédés pour 6 millions de dollars. 2 ans après? 2 ans après. 6 millions de dollars. C'était un profit, ça, monsieur? Oui. Puis le règlement se faisait 100 000 $ en argent comptant. Et puis la balance, c'était 5 millions en actions privilégiées. Monsieur Joyce, de son 50 000 2 ans après, valait 6 millions. 6 millions. 5 900 000 en parts privilégiées, libérées. Libérées, oui. Et un 100 000 Puis la Shawinigan n'avait pas d'argent pour le payer. Il a accepté un billet premier soir. C'est ça qui est l'histoire. Ah, oui. Alors, M. Joyce a fait quand même... C'est un financier. C'est un financier, oui. C'est un prévoyant. Il a peut-être pas encaissé ça tout de suite, ces actions-là, mais là, l'histoire ne nous le dit pas. On ne sait pas quand est-ce qu'il est devenu, qu'il a pu vendre ses actions pour retirer son capital. Mais à la fin de 1898, la Shawinigan commence sérieusement à entreprendre la construction de son barrage puis de la centrale à Shawinigan. OK. Mais c'est là que commencent les difficultés. C'est-tu là votre accident, là? C'est là que l'accident se produit. Bon, contez-moi ça. C'est ça, j'ai hâte de voir, parce que... Quelle difficulté qu'il y a? Hein? C'est que la Shawinigan avait acheté la tête de la chute, comme on dit. Oui. C'était une petite pointe de terrain sur laquelle elle voulait construire son barrage et puis sa centrale. Oui. Mais ça donnait que toute la balance du territoire, ça appartenait à M. John Foreman. Vous voulez dire, quand on parle de la balance du territoire, c'est C'était tout l'eau 628 qui concerne tout le bas de la ville de Shawinigan. Tout ce qu'on appelle le bas de la ville, ça appartenait à M. Foreman. C'était un terrain de 565 acres, ça. Il était propriétaire de ça, lui. Il avait acheté ça en 1887 pour la somme de 2400 $. Arrêtez donc. Ouais. Il avait acheté ça de qui? Il avait acheté ça d'un monsieur Panton, Philippe-Élisée Panton, qui était banquier à Trois-Rivières et puis qui a été maire de Trois-Rivières à une certaine époque aussi. Ah oui? D'après l'histoire, il y en a même Panton qui était maire. Et lui-même, M. Panton, avait payé ça environ 1 000 quelques années auparavant. Puis il l'a vendu 2400 à fameux Foreman. À Foreman, oui. Puis là, c'est lui qui embêtait la Shawinigan. Ben oui, la Shawinigan voulait avoir un droit de passage, il ne voulait pas leur céder un droit de passage. Ils ont demandé acheter une parcelle de terrain. Ils ne voulaient pas non plus. Ils ne voulaient pas non plus. Là, la Shawinigan a songé à entreprendre des procédures d'expropriation. Mais ils se sont vite rendus compte que ça aurait pris du temps, 20 tribunaux, cette affaire-là. Puis il y avait toujours leur fameuse échéance à respecter avec le gouvernement. Oh, le 18 mois! Le 18 mois. Parce qu'il y avait 50 000, 18 mois, 2 millions, 2 millions. Puis il y avait déjà un an de passé, là, puis il restait plus seulement que 6 mois. Là, M. Foreman avait un pouvoir de négociation. Ouais, de chantage, un petit peu. C'est un petit peu de chantage, ça. Un petit peu de chantage. Mais on continue, là. Mais là, jusque-là, la Shawinigan bâtissait, mais il n'y avait pas une idée de développer une ville non plus. Ben non, il n'y avait pas de...
C'est peut-être grâce à ce M. Foreman, là. Puis là, on verra, là. ils ont décidé, à fin du compte, ils sont résignés à acheter après avoir négocié avec Foreman. Ça ne l'a pas tenté d'exproprier. Mais il leur a pas fait de cadeau, hein? Il avait payé ça 2400, lui, puis il l'a vendu 110 000 Oui, dans ce temps-là. Donc, 100 000 en argent comptant, et puis 10 000 en actions privilégiées, en actions libérées. Son premier nom, M. Foreman, C'était John Foreman. Il avait contribué à fonder la première pulperie à grand-mère dans les années 1882-83. Et puis, il était marchand d'appareils électriques à Montréal, lui. Et retenez bien ça, là. Au départ, tout le lot 628, là, appartient à M. Panton qui vend ça à M. Foreman pour 2400 $. 2400. Et quelques années après, là, la Shawinigan veut se développer, mais il faut qu'il passe sur ce terrain-là pour mieux comprendre. Là. Il faut qu'il se passe sur ce terrain-là, lui, il veut pas, il voit ça. Et en fait, c'est un gars d'affaires. Et la Shawinigan demande d'acheter une parcelle de terrain. Il dit non. C'est tout ou rien. il parle d'expropriation aussi, mais les procédures, comme vous disiez tantôt, sont tellement longues, etc. Finalement, le chantage aboutit à quelque chose, à l'accouchement de 100 000 $. Mais c'est quand même considérable, mais c'est comme M. Joyce tantôt. C'est rien comparé à ce que M. Joyce Ben non, à 6 millions. Mais finalement, là, la Shawinigan se trouve propriétaire du terrain. Oui, puis elle en avait beaucoup plus qu'elle avait prévu. Elle n'avait pas besoin tant que ça. Mais il y avait, dans leur conseil d'administration, le jeune Aldred, il avait 34 ans à cette époque-là. Oui. C'était un homme de génie. Oui. Comme on dit, il a fait comme le chat qui retombe sur ses quatre pattes. C'est là qu'il s'est mis tout de suite au travail. Et puis qui s'est mis dans la tête d'intéresser une compagnie d'aluminium des États-Unis, la Pittsburgh Reduction, de venir établir une aluminerie à Shawinigan. Puis il est entré en communication avec des financiers belges pour une pulperie. Il était bien placé pour leur offrir des terrains. Il était propriétaire du terrain maintenant, là. Mais seulement que... puis ils ont tout de suite commencé à la firme Pringle, la firme d'ingénieurs de Montréal, de tracer un plan directeur. Ils se sont dit, avec 3 usines à Shawinigan, on va avoir besoin de place pour du monde. C'est là qu'ils ont eu l'idée de faire un plan directeur pour une ville. Comme ça, on s'est toujours dit, nous autres, M. Larochelle, ici, que la Shawinigan faisait venir des industries ici pour vendre son électricité, mais c'est pas tout à fait exact. Non. J'ai cru ça longtemps, moi aussi. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est que l'aluminium, de l'électricité, ils en ont peut-être acheté occasionnellement de la Shawinigan Water and Power. Elle faisait, la compagnie, sa propre électricité. La preuve, c'est qu'il y avait une petite centrale de côté. C'était des pouvoirs d'eau qui voulaient... Et puis, ils ont vendu à Dabelgo un pouvoir d'eau. Parce que toute la machinerie de Dabelgo, au début, fonctionnait à la vapeur et puis à la force hydraulique avec des turbines, ces choses-là. C'était l'eau. Il y avait une immense conduite d'amener 12 pieds de diamètre là, qui fournissait l'eau aux deux industries. La Shawinigan a peut-être vendu de l'électricité occasionnellement, mais il était organisé, eux autres, pour fonctionner sans la Shawinigan. Sans la Shawinigan. Sans Shawinigan. Alors, c'était le pouvoir d'eau, en fin de compte, qui... mais là, c'est peut-être grâce à M. Foreman, son développement de la ville. Ah oui. Parce que sans le quoi... Et puis, ce qui est arrivé après, on le sait, Shawinigan s'est formé, puis on connaît ce que Shawinigan a connu depuis... Ben, c'était la mère, c'était le père, c'était le pourvoyeur, enfin, la Shawinigan. Durant 60 ans. C'était la mère fondatrice, c'est elle qui pourvoyait tout le monde. Durant 60 ans. Et en 62, s'il n'y avait pas eu la nationalisation. Mais je suis souvent demandé, M. Grenier, qu'est-ce que Shawinigan serait maintenant si la Shawinigan Water and Power n'avait pas été dissoute en 62? Monsieur Larochelle, vous posez la question et c'est avec un pincement de cœur. Parce qu'on a vu disparaître beaucoup d'industries, hein? On a perdu notre mère. Qui relevaient de la Shawinigan Water and Power. On a perdu notre mère. Quels sont devenus ces personnages dont vous parliez tantôt? C'est ça, des personnages qui n'avaient pas l'air à vouloir beaucoup de publicité. Non. On regarde M. Joyce et puis Melville. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils en sont. Melville, j'en ai jamais entendu. Qu'est-ce qu'ils en sont advenus? Où sont-ils décédés? Quand? Puis, on n'a pas de photos de Melville. J'en ai cherché, j'ai jamais pu en trouver. Non. Et puis, Joyce, il y en a une, parce qu'il y avait un portrait à lui, l'hôpital Joyce. Puis, il avait fait un don de 50 000 $, lui, pour agrandir l'hôpital Joyce à un certain moment. Il était capable. Il avait son portrait, un tableau à l'huile. Et puis, mais Aldred, lui, on en sait plus. On sait qu'il était venu au monde à Lawrence, et puis qu'il a été l'homme dirigeant de la Shawinigan Water and Power durant un quart de siècle. D'ailleurs, il a été président de 1908 à 1933. C'est quelque chose, ça.
Il s'est retiré activement en 1941 et il a siégé sur le grand conseil d'administration jusqu'en 1941, c'est-à-dire de 1933 à 1941. Puis Melville? Il est décédé à New York en 1945 à l'âge de 83 ans, Bon. M. Aldred. Oh, Mais on peut dire que c'est le père de Shawinigan. Oh oui, c'est lui définitivement. Joyce, il faisait ça de loin, mais lui, Aldred, il était ici, il a fondé l'école technique. Plusieurs choses. Melville, rapidement, les Foreman, on n'a pas entendu parler beaucoup de ces gens. Foreman, lui, il était natif de Montréal, on sait ça, puis il est décédé, lui, à Montréal en 1921. Et puis il y avait des intérêts dans plusieurs autres endroits. À Donnacona, là, dans le secteur de Portneuf, là, la compagnie Presse Brothers, on a appris à cette époque comment ce qui était retournable. En résumé, M. Larochelle, vous venez de nous apprendre aujourd'hui que la naissance de Shawinigan, on la doit peut-être à ce M. Foreman qui s'était obstiné. À Melville aussi, hein? Et à Melville, évidemment, mais je veux dire, l'accident de parcours qui a peut-être aidé aussi à former toute la ville de Shawinigan, c'est peut-être à M. Foreman qu'on doit ça, malgré l'accident, oui. C'était une histoire vraiment forte, formidable, mais intéressante. C'est vrai, s'il y avait seulement accepté une lisière de terrain, un passage de terrain... Il n'en a pas développé. Le Shawinigan en serait tenu peut-être à ça, parce que son but, c'était d'envoyer l'électricité à Montréal. Brillante histoire, M. Larochelle. Vous nous avez appris encore des choses formidables aujourd'hui. Moi, je vous remercie beaucoup de nous avoir instruits sur les origines de notre ville. Qu'on aime beaucoup. Et là, on voit les accidents de parcours qui font ce qui peut arriver des fois. Alors, merci d'être venu nous raconter cette perle-là, M. Larochelle. Au revoir. Merci. À la prochaine, mes chers enfants. Notre niveau de vie disparu. La Société royale du Canada, un gage d'avenir face aux grandes causes d'aujourd'hui. L'environnement. L'éducation. La condition féminine. La littérature et les arts. Vous pouvez nous aider, parce que notre avenir, c'est notre affaire à tous. À surmonter les sarcasmes et les préjugés, c'est ce qu'on va demander tout de suite à des invités qui ont peut-être un jour rêvé d'être un petit peu plus grands, mais qui ont quand même fait leur place, qui se sont fait connaître du public, qui se sont fait aimer beaucoup aussi, puisqu'on les retrouve comme comédiens, comme animateurs, comme humoristes. Alors, on va parler à Richard Niquette. Richard qui fait 5 pieds 5 et demi. Pour la première fois, j'avoue, ce n'est pas 5 pieds 6. Messieurs les réalisateurs et madame les réalisatrices, j'ai toujours menti, c'est 5 et 5 et demi. Sur ma feuille, vous allez voir 5 et 6, vous pouvez corriger si vous voulez. Merci. Pierre Verville qui fait... je pense que c'est 160 cm, hein? On veut la traduction. Ça fait plus long. 5 et 5 à peu près. 5 et 5. Lorraine Auger qui fait... Moi, je fais 5 pieds, 4 pieds 12 pour ceux qui veulent m'agacer. Mais je dois dire, par contre, que j'ai toujours senti que j'avais 6 pieds. Depuis mon adolescence, j'ai toujours senti à l'intérieur de moi que j'avais 6 pieds. Ça, c'est une question de feeling, là. Daniel Do qui fait combien? La dernière fois que je me suis mesuré, c'était 5 et 5 et 3 quarts, mais j'ai toujours arrondi à 5 pieds 6. C'est un peu comme Richard, c'est plus simple dans les CV, ça prend moins de frappe pour écrire, alors... Et on se sent effectivement un peu plus grand, alors voilà.
Est-ce qu'il faut absolument, justement, dans sa tête, est-ce que Richard, vous êtes toujours perçu comme plus grand que vous êtes en réalité? Ou... Dans mon cas, non, parce qu'on m'avait dit dans mes cours de théâtre, entre autres, dans mon cours de télévision, que je ne jouerais jamais à la télé parce que j'étais pas assez grand. Et oui, on m'avait dit ça, on m'avait dit, écoute, Richard, ça va être très difficile. À part des shows pour enfants, ça m'étonnerait que tu puisses décrocher un rôle dans une série. Je suis rendu à 5, alors c'est pas pire, tu sais. Puis on m'a dit, ben ça, c'est vraiment une question de grandeur, parce que j'avais vu, moi, que dans le temps, au cinéma, on faisait le truc avec les petites boîtes de pommes. Là, je me suis dit, ils font la même chose, et ils vont me grimper pour avoir une partenaire pour être égal, tu sais, mais effectivement, ça n'a pas été un problème, je pense. Est-ce qu'il y a des choses, Pierre, par exemple, que vous pensiez qui vous étaient interdites ou quand vous étiez plus jeune en disant non, ça sert à rien, ça sera pas pour moi? Ou est-ce qu'on était brutal en vous disant non, on rêve pas de ça? Non, pas vraiment. Hein. Je veux dire, chez nous, tout le monde était petit, fait que j'avais pas trop de complexe quand je sortais de la maison, mais... ça faisait taper dessus un petit peu parce que j'étais petit, mais à part ça, non, ça m'a peut-être rendu plus agressif, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire... faut que tu prennes ta place. Et vous avez commencé à l'apprendre tôt? Oui, je pense que oui. J'ai commencé à prendre des cours de judo pour me défendre parce que je me trouvais trop petit. Puis, oui. Quand j'étais en 5e année, tout ça, j'ai réalisé que ça c'était pas vraiment grave. J'étais toujours le premier en avant, évidemment. À un moment donné, je suis tombé deuxième, premier, deuxième, en tout cas. Bref. Non, moi, j'ai pas trouvé que c'était très grave dans la vie d'être petit. Au contraire, je capitalise là-dessus. Ça fait vendre des billets. Est-ce qu'il y en a parmi vous aussi qui capitalisent sur leur taille? Est-ce que ça peut être un avantage, Daniel? Mais en tant que comédien, peut-être que Lorraine est d'accord avec moi. Au départ, je me disais, si je me lance là-dedans, je ne pourrais jamais faire les rôles de jeunes premiers, tout ça, parce que toutes les comédiennes vont être plus grandes que moi. Et mes premiers contrats ont été dans des émissions pour enfants. Et là, j'ai découvert qu'il y avait un créneau, finalement, où les comédiens de petite taille pouvaient facilement, comme Richard disait, avoir des rôles, parce que, bon, d'une part, je peux paraître plus jeune aussi que je ne le suis. Et avec ma taille, il y a un côté enfant qui passe facilement. Donc, d'un handicap que je croyais, c'est devenu finalement un avantage, un créneau finalement où on peut peut-être se spécialiser. C'est sûr, c'est un avantage dans le sens que, bon, il y a beaucoup de comédiens, comédiennes. Dans mon créneau, il n'y en a pas tellement. Ça fait 13 ans que je fais ce métier-là et j'ai toujours travaillé. Bon, là, ça va bien, je me croise les doigts. C'est sûr que, bon, là, je fais un personnage pour enfants à la télé. J'adore ça, mais c'est sûr que, bon, je vais arriver à faire autre chose aussi à un moment donné. Non, c'est un avantage plus qu'un désavantage. Parce qu'il y a moins de gens de petite taille, je crois, dans les comédiens qu'il y en a de grandeur moyenne. Donc, finalement, le bassin de concurrence est moins grand chez les comédiens de petite taille, je crois. L'avenir est à vous. Ben oui! La preuve, on est ici, alors. Est-ce que vous avez entendu des sarcasmes autour de vous? Est-ce qu'on avait des surnoms pour vous? Est-ce qu'il vous est arrivé de rêver d'être plus grand, plus... Ben moi, il y a eu une période où c'était moi qui me faisais un sarcasme, et je me présentais comme petit, gros, laid, mais tellement sympathique. Donc, j'avais des problèmes à cette époque-là, j'avais à peu près 13-14 ans. Mais après ça, ben là, j'ai porté des souliers patoffes dans le temps des... Moi aussi. D'ailleurs, j'ai essayé de les retrouver. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Je les ai plus depuis une semaine ou deux. Et... Avec des Kleenex au fond des souliers. Ah oui, absolument. Avec les bords de pantalon, là, beaucoup plus longs, ce qui fait que si tu étais en pied de bas dans la maison, tu ramassais tout ce qu'il y avait par terre. Alors, non, puis après ça, je pense qu'on se dit, bon, OK, je fais 5 et 5,5. Je vais marquer 5 et 6 sur mes feuilles, puis en espérant que ça va passer comme ça. Mais par contre, moi, je n'avais pas le look jeune premier, donc ce qui fait que pour les émissions pour enfants, ils cherchaient un père ou une mère. Donc, ils cherchaient beaucoup plus grand, plus costaud, etc. Tu sais, ça, là, un petit père, il n'y en avait pas beaucoup, parce que c'était quand même... ils cherchaient quelqu'un qui fasse l'adulte par rapport à l'enfant qui est plus petit. Alors, Pierre, vous avez eu aussi cette période où vous avez utilisé les souliers? Sa grandeur, étant donné que moi, j'ai commencé à faire de la comédie assez jeune, j'ai pu en rire. Lui, c'était peut-être un petit peu moins drôle. Je me souviens, à un moment donné, dans une discothèque où il voulait danser avec une fille, puis il a demandé pour danser, puis quand il s'est levé debout, quand ils se sont levés debout tous les deux, elle regardait, elle dit, c'était bien trop petit, puis elle allait se rasseoir. Ça, c'est peut-être moins drôle. Moi, j'ai eu la chance de faire du spectacle assez jeune, quand même, à 13-14 ans, donc je pouvais me défendre avec ça un petit peu. Quand t'es connu, les gens t'approchent un peu, même si t'es petit, je veux dire, ça cause moins de difficultés. Mais dans son cas, je sais que ça a été plus difficile. Donc, j'ai récupéré ses souliers à un moment donné, mais c'est ça, j'ai dû mettre
les Kleenex au bout. Moi aussi. 5 Kleenex au moins dans le fond. Ouais, là, ouais. c'est sûr que ça- Mais j'ai abandonné assez vite. Je trouvais que j'avais l'air pas mal fou avec ça. C'était pas très joli, des souliers patoffes. Et bon, il y a des gens, vous avez développé l'humour, beaucoup. Et c'est quelque chose qui revient assez souvent chez les personnes qui sont moins grandes. On se dit, bon, d'abord, il faut s'accepter. Pour s'accepter, ça prend de l'humour. Et on a tendance à développer ça. Est-ce que ça a été comme une façon, justement, de contrecarrer... Ben moi, je sais que, bon, il y a un exemple que je veux donner tout le temps, c'est, bon, disons, je suis au restaurant, j'attends quelqu'un, je veux prendre un apéro, je vais aller, bon, au bar. Alors, il y a les tabourets, là, qui mesurent à peu près 6 pieds. Là, c'est une soirée chic, là, tu sais, je suis très élégante, tout ça. Alors, comment faire pour grimper après le petit tabouret, tu sais? Avec élégance. Avec élégance, c'est un instant élégant. Avec une petite jupe serrée. Alors là, tu développes ton sens de l'humour, t'as pas le choix. Puis il y a plein de monde qui me regarde. Alors, bon, ben, je vais les faire rire, tu sais, ça va être drôle, tu sais. Vous m'en montez dessus, puis à un moment donné, bon. Mais c'est toujours dans ces événements-là qu'on développe, justement, cet humour-là. Dans mes cours de ballet, d'ailleurs, au conservatoire, il fallait faire les trucs de ballet, etc. Puis le prof me disait toujours, « Toi, Richard, contente-toi de mettre le pied sur la barre, ça va aller. » La barre était ça d'autre, tu comprends? Alors là, celle-là. C'est bon, alors, un peu plié de l'autre côté. On lève l'autre jambe. Oh. On s'arrête là-dessus. On revient avec d'autres anecdotes tout de suite après ces quelques messages. Vif, parfait. Old Spice, pour avoir le vent dans les voiles. Je suis petit, mais j'en ai dedans. C'est le titre de notre émission aujourd'hui. Et toi, te perçois-tu comme un gars qui est petit? Oui, je me considère comme petit, oui, parce que demande-moi pas de me lever, je suis déjà debout, là, en passant. Ça a des avantages, pour certains, je pense, mais comme pour moi, je prends ça comme un avantage parce qu'on prend ça comme un challenge. J'ai joué pendant 6 ans de temps au volleyball, j'ai fait du baseball, comme j'étais lanceur, je joue au hockey, fait que quand tu te fais plaquer, ben, c'est le coude que tu reçois, c'est pas le coude qui est élevé, c'est toi qui es trop bas, t'sais. Fait que c'est des challenges que je prends pour moi, puis j'ai des amis qui ont été complexés par rapport à ça, puis moi, pourtant... Au contraire, là, ça me donnait du goût, ça me donnait du piquant. Là. Ça me donnait la chance de planter ceux qui étaient plus grands que moi. En parole, oui. Est-ce que vous avez l'impression, vous aussi, comme ce qui nous raconte, que ça a fait de vous des gens plus fonceurs encore? Parce que Daniel dit oui. Oui, parce que, je sais pas, il me semble qu'on a toujours dans la société que une question d'autorité ou quand on est plus grand, on s'impose facilement. Alors que lorsqu'on est petit, on dirait que d'emblée, c'est difficile de se faire imposer. Donc, on essaie de trouver des trucs, soit, comme tu disais, des challenges comme ça, ou alors par l'humour, ou par... moi, je sais que j'ai toujours un côté très enfant qui m'est permis, parce que je suis plus petit, d'avoir un côté très amusant, très enfant, etc. Et je pense que c'est pas une béquille, mais c'est un support qu'on a, en tout cas, pour montrer aux gens qu'on peut s'imposer sans être grand, mais par notre personnalité, finalement, par notre façon d'être, et ce qui fait oublier complètement notre taille. Mm-hmm. Il y a des moments où vous avez dû tricher et ça a dû, justement, donner lieu à toutes sortes d'anecdotes. Eh bien, Pierre... Oui. Peut-être. Il y a des moments où vous avez dû tricher. Oui, avez-vous déjà triché, Pierre? Ben, Harry Robien, entre autres, où il y avait une caisse de pommes de façon permanente, pas pour moi, pour à peu près tous les rôles. Et entre autres, un moment où je me rappelle, on faisait une parodie. Guy Richer faisait Yves Jacques. Et Guy était à peu près de la même grandeur qu'Yves Jacques. Et moi, je devais parodier Patrice Lécuyer. Mais tu sais, je mesure 5 et 5. Fait que même avec des talons, je mesurais 5 et 8. Il y avait un écart comme ça. Ça n'a pas été facile. Il fallait porter des gros souliers, mais 2 fois la hauteur des souliers patoffes. Et même malgré tout, je n'y arrivais pas. Ça, peut-être dans des cas comme ça a été un petit peu... Moi aussi, j'en ai porté de ces souliers-là qu'on appelle des coturnes. C'était une pièce de Racine. Alors, il fallait entrer sur scène avec les gros souliers, là, ça dos, parce que j'étais pas assez grand. J'avais une tunique par-dessus. Et là, je suis arrivé. Oui, puisque je retrouve un ami. Ça fait un peu bizarre, vois-tu, le jeune premier qui arrive. C'était supposé être sérieux. Oui, disons que là, j'ai pris une débarque assez raide. Ah oui, tu tombes de haut.
Et bon, quand on parle des relations avec les femmes, et en ce qui concerne, Lorraine, des relations avec les hommes, est-ce qu'il y a des choses que vous avez, je pense aux gars, interdit de faire à vos blondes, comme par exemple, bon, tu vas pas porter de talons hauts, ou... Avez-vous eu des grandes blondes, des blondes plus grandes que vous? Ah oui. Ben, moi, je me souviens qu'adolescente, je sais pas pourquoi, mais je tombais toujours sur des 6 pieds et plus. Puis, à un moment donné, je me souviens, un jour, j'ai dit, bon, ça va faire pas au niveau de la grandeur, là, mais... Parce que quand on marchait sur la rue, je courais tout le temps. Tu sais, bon, je prenais son rythme, lui, toujours. Puis, à un moment donné, à quel que soit l'endroit où on arrivait, j'étais soufflée, j'étais épuisée, fatiguée, ma journée était faite, tu sais. Donc, à un moment donné, j'ai fait sur le coin du nez, j'ai dit, bon, là, ça va faire, c'est fini. Là, c'est toi qui vas marcher à mon beat. Tu sais, mais à partir de ce temps-là, ça a comme... j'ai pris conscience de bien des choses parce que, bon, c'était inconscient, tu sais. Tu te demandes pourquoi je suis fatiguée, pourquoi... ça a été un grand moment dans ma vie. Un gars grand avec une petite fille, ça arrive souvent avec une fille plus petite. Mais le contraire, c'est plus rare un petit peu. Je me rappelle d'une émission qui s'appelait Télé Rencontre. Je regardais ça très souvent. Non pas que je cherchais une blonde, j'en avais une, mais quand même. Et je trouvais ça fascinant parce que, c'était marqué par exemple, je suis un jeune homme mesurant 5 et 7, recherche une fille allant jusqu'à 5 et 6 et demi. Et ils ne voulaient jamais une fille de leur grandeur. C'était tout le temps au moins un demi-pouce plus petit. Et les filles, c'était exactement le contraire. Et c'était systématique. Et ça fait quoi, Pierre? Est-ce que ça fait qu'on s'interdit de rêver aux grandes filles? Pas interdit du tout. J'ai fait plus que rêver, même. Alors, vous avez eu des blondes plus grandes que vous? Oui. Ah oui, j'ai pas mal plus grandes, même. C'était peut-être, je trouvais ça rigolo, même. Des fois, 5 et 10, 5 et 11. Je trouvais ça drôle. Mais comme je dis, c'est peut-être que le fait aussi, comme je dis, quand tu es connu, tu as quand même une certaine confiance en toi, je veux dire, bon, puis le sens de l'humour et tout, ça attire quand même tout ça. Mais comme je dis, quelqu'un qui est pas vraiment connu, ou c'est peut-être pas la même chose qui se passe à ce moment-là. C'est sûrement plus difficile. Richard, mais quand même, tu sors avec une fille comme moi, avec Sylvie, elle mesurait 6 pieds. À talons hauts, ben là, 6 pieds 1 et demi. On avait un petit chien qui était ça de long. Alors, tu sais, il y avait moi à côté. Ça faisait un drôle de famille, disons, tu sais, ça allait. J'essayais de mettre mes souliers patins, mais j'arrivais pas pareil. Je trouve que t'as l'air un peu bizarre. À un moment donné, je dis, Sylvie, je pourrais-tu contrôler la hauteur des talons? Juste un peu, tu sais, si jamais t'envoies que ça soit un peu plus bas. Vous allez chercher des écharpes. Fait que là, ben, on a eu un terrain d'entente. Par contre, pour aller chercher les chaudrons en hauteur, c'est merveilleux. Tu sais, ça t'empêche de savoir sa tête, parce que quand c'est moi, sur la tablette du haut, ben, il risque de tomber, tu sais. Mais à ce niveau-là, je vais demander, je dis, oui, vraiment, là, des fois, tu sais, c'est juste que tu te promènes sur la rue, toi, puis en talons hauts, c'est juste ça. C'est pas... mais moi, j'aime ça, ça provoque. C'est beau, c'est sûr, c'est magnifique, mais je veux dire... Les gens te regardent, tout ça bizarre, c'est correct, ça, j'aime ça. François, en politique, quand on n'est pas grand, oui, il faut que vous vous leviez, là. Bon, quand même, non, vous n'êtes pas ça. Vous percevez-vous, vous, comme un homme qui n'est pas grand? Ou... Pas vraiment, c'est... Moi, je reviendrai un peu à ce que disait Daniel tout à l'heure, dans le sens où souvent le phénomène des personnes que les autres disent petits ont quand même l'avantage que souvent on paraît plus jeune que notre âge. Et ça compense un... Numéro 1 au Québec. Une œuvre musicale magistrale signée Alexandre Stanquet. Enfin pour vous, la musique originale de la télésérie Au nom du Père et du Fils. Maintenant disponible chez votre disquaire. Je suis petit, mais j'en ai dedans. C'est le titre de notre émission aujourd'hui. Et François disait tout à l'heure, il y a quand même des avantages. On reste jeune plus longtemps. Mais en politique... C'est ça que je ressens. C'est comme... c'est autant soit dramatique quelquefois, ou quelquefois ça devient comme carrément humoristique. Là. Tu en ris par après. Alors, ça veut dire qu'il y a des périodes de ta vie où tu as trouvé ça difficile? Oui, il y a des périodes où c'est comme... tu trouves ça plate de te sentir petit, mais en même temps, quand tu te penches un peu sur cette question-là, tu te dis, bon, j'ai ma grandeur, puis j'en suis fier aussi. Non, pas trop. Pas trop. Pas trop se pencher. Oui. Alors, j'ai un truc pour ça, hein. Tu fumes un cigare, puis tout le monde se tasse. Il y a Christine qui fait 4 pieds, 10 pouces,
et demi. Et la demi est importante. Et vous êtes, Christine, la plus grande de la famille, parce que vous avez des sœurs plus petites que vous. Oui, on est 5 filles. J'ai un frère aussi qui n'est pas très grand. Et disons qu'il y a une de mes sœurs qui est de ma grandeur, là, mais que les 3 autres sont plus petites que moi. Est-ce que ça a été la même chose que Pierre Verville? C'est-à-dire que tant qu'on reste à l'intérieur de la maison, il n'y a pas de problème. Quand on se met à sortir, on se dit « ouf ». Bien, je dirais oui, on est petit, on le sait, mais on s'en rend pas vraiment compte, dans le sens... Oui, j'étais toujours la première en avant dans les rangs primaires. C'est au secondaire que ça commence à se gâter, parce que, bon, c'est plus tough, c'est plus dur pour... bon. On se fait dire, quand on arrive à la polyvalence, ben, la maternelle, c'est pas ici, des choses comme ça. Mais même, là, j'ai mon conjoint qui mesure 6 pieds. Je m'en suis rendu compte 6 mois après de la différence, finalement, parce que c'est sur une photo que je l'ai vu. Je le regarde comme ça, mais on se voit pas petit. Moi, je me vois pas petite. C'est vrai que je lève les yeux quand je regarde les gens, mais je remarque pas qu'il y a une si grosse différence que ça. Est-ce qu'il y a des preuves que vous vous sentez quand même obligé de faire, soit dans le milieu du travail ou en disant, oui, ils vont me prendre... Moi, je travaille avec, dans une... au moment où j'étais engagée, ça fait quand même 12 ans de ça, c'était, il y avait des emplois pour les femmes et des emplois pour les hommes, mais maintenant, c'est changé. Les femmes font les mêmes choses que les hommes. Et on doit lever des caisses toute la journée, si on veut, là. Ça peut aller jusqu'à 1500 caisses là, par jour. Et c'est des caisses qui sont de 40 à 50 livres. Là. Et je dois faire le même travail que les hommes. Et puis, je dois dire que, bon, oui, je le fais et oui, je me dépasse. Oui, je fais des choses que je ne devrais pas faire. Je suis vraiment orgueilleuse. Je pense que la plupart des petits doivent l'être, très orgueilleux. Et on n'accepte pas, moi, en tout cas, j'accepte pas mes limites. Ni physique, ni intellectuelle, si on veut. Là, je me dis, il y a toujours moyen de comprendre tout ce qu'on veut. Mais physiquement, c'est la même chose. Je vais les lever, les caisses, je vais leur prouver que je suis capable. Et je dois les lever quand même assez haut, je suis petite. Je dois les lever jusqu'à, par-dessus mes épaules, là, c'est au niveau de la tête. Puis, je lève à peu près la moitié de mon poids à chaque fois que je lève une caisse. Et les gars sont là. Il y en a quelques-uns qui disent, vous avez demandé le travail égal, salaire égal, arrange-toi avec tes troubles. C'est ce que je fais. Oui, c'est très... Mais les bons collègues de travail. Non, mais la plupart sont vraiment gentils, viennent m'aider quand ils voient que j'ai de la misère. Là. Mais c'est moi qui se dépasse, là, qui veut vraiment... Là, je vois bien des gens ici dans le public qui font signe de la tête en disant « Oui, c'est vrai qu'on a tendance à pousser nos limites toujours plus loin. » On s'arrête là-dessus et on y revient tout de suite après ces quelques messages. Faites ça, Une vieille maison que l'on se partageait, chacun à sa façon. Salut rue Sanguineur, salut mon vieux quartier. Aujourd'hui je te laisse un peu de mes pensées. Les fromages Petit Québec, une tradition juste pour nous. Tu n'es plus là. 10 personnes sur scène, 2 heures de rock'n'roll endiablé. Le 29 mai, Dick Rivers à Trois-Rivières. Il faut manger vite, il faut dormir vite, il faut s'élever vite, il faut prier vite, il faut s'habiller vite, il faut répondre au téléphone vite. Puis là, vous dites, moi, il faut vivre une vie. Vous êtes essoufflé, là, hein? Oui. Je vous comprends. L'heure juste, ce vendredi, 20h30. On demande à tout le monde ici dans le studio combien tu mesures, toi, parce que tant qu'on n'est pas debout, c'est pas évident. Toi, France, c'est 4 et 10 et écart, oui, mais écart avec la couette en haut. Ça te donne une petite chance. Tu avais une question pour les... J'aimerais ça savoir, en tout cas, aux gens sur le panel, puis ici dans la salle, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, les gens sont toujours portés à me toucher. Ils me prennent comme une poupée. Moi, c'est comme... Même des gens qui me voient pour la première fois, peut-être aussi, on a peut-être une sensibilité particulière, je ne sais pas. Mais moi, des amis ou mes chums de gars super grands, des fois, j'arrive d'un bar puis je porte pas à terre. Ils me pognent, puis ils me disent pas salut. Ils me pognent, là, puis ils me lèvent. Ah oui, ça a toujours été comme ça. C'est une sensation vraiment désagréable.
Ben, moi, j'aime ça. Elle aime ça. Non, non, mais oui. Mais quand tu veux pas, là, pis ça te tente pas, là, tu sais, qu'ils te disent pas bonjour avant. Moi, quand ils me prennent par un arrêt, qu'ils me soulèvent, là, je fais une crise de nerfs. Là, c'est effrayant, c'est terrible. Ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé de toute façon. Mais ça, ce côté-là, poupée, comme tu disais, t'as très bien exprimé, la fragilité qu'on peut laisser percevoir. On est tous fragiles, qu'on soit grand ou petit. Mais je veux dire, le côté porcelaine, tout ça, tu sais, poupée, à un moment donné, ça vient comme... Ben écoute, j'ai des tripes aussi, là. Je suis autre chose que ça. Ouais. Qui dit côté toutou? Oui. T'as l'impression... lève-toi donc. T'as l'impression qu'on te considère comme un toutou. Ben, je me le fais dire souvent. Ils m'appellent Teddy Bear tout le temps. Voyons donc. Ah oui, puis ils sont tout le temps... C'est sympathique, Pierre, dis? Oui, il me semble. Oui. C'est correct. Moi aussi, on m'appelle C'est Teddy Bear. affectueux. Il y a une chose qui est fatigante, On peut se parler après, peut-être. Ah, il y a quelque chose, là. Mais il y a une chose qui est fatigante, c'est que tu marches, puis là, il y a quelqu'un qui arrive à côté, tape sa tête, toujours. Là, lâchez-moi la tête. Ouais, on veut revoir ça, Pierre. C'est ça. C'est ce que ça laisse comme ça. Mais c'est pas un problème. Moi, je trouve pas que c'est un problème d'être petit. Du tout. Mais est-ce qu'on n'a pas tendance, bon, vous dites, on nous touche, on nous soulève, on nous prend comme des teddy bears, des toutous. Est-ce qu'on n'a pas, tendance... Pas tout le monde, soulevé. Non, pas tout le monde. Richard, ça n'a pas dû vous arriver, ça. Je m'excuse, je suis l'exception, là, mais... Est-ce qu'on a tendance aussi à vous couver, à vous protéger, à vous materner? C'est dérangeant, ça, Pierre, ou vous aimez ça? Ouais, 3/4 du temps, c'est correct. Peut-être des fois où tu veux prendre peut-être un petit peu plus au sérieux. Donc là, s'embarquer là-dedans un peu trop longtemps, peut-être des fois aussi, ça peut être dangereux aussi. Hein? Ça dépend comment c'est fait. Si c'est fait dans une attitude un peu condescendante parce que je suis petit, ça, c'est absolument désagréable. Et quand c'est fait d'une façon tendre et tout ça, c'est très agréable, oui. Qui d'autre ici, dans le studio, disait... t'as l'impression, toi aussi, qu'on te touche beaucoup parce que t'es petite et... Oui, énormément, mais moi, j'étudie en danse, puis c'est quelque chose... c'est facile. Quand tu étudies en danse, tu te touches beaucoup, pour commencer. Puis, je suis souvent portée par les gens, vu ma grandeur. Là. C'est agréable ou c'est désagréable? Moi, ça me dérange pas du tout. Moi, j'aime bien ça, le contact humain, là. C'est bien important. Je bouge tout le temps. T'as pas l'impression d'être considéré comme un objet, là-dedans? Non, non. Moi, j'ai toujours aimé ça. La protection aussi, l'effet de protection que les grands peuvent avoir, là. Moi, ça m'a jamais dérangé. Peut-être parce que j'en ai besoin. Là. Et est-ce que tu trouves difficile parfois de t'imposer, de faire ta place? Bien, c'est une habitude, hein. Au début, moi, je trouvais ça bien difficile, puis... À un moment donné, je restais pas à Montréal. Je suis arrivée à Montréal, là, je me trouvais petite, encore plus petite, dans une grande ville. Puis je me suis dit, oh non, il faut que je fonce. Puis j'ai foncé. Puis je me suis trouvé une place pour travailler. Puis j'ai trouvé ça bien le fun parce que, tu sais, tu cherches un travail, tu connais pas de place, puis ils demandent des petites personnes. Je fais, ah, wow, je vais y aller. C'est le jardin du Baron Fou. Ça appartient à monsieur ici. Dans un restaurant? Oui, un restaurant théâtral. Puis j'ai appris à faire de l'animation puis un peu de théâtre, là, si on peut appeler ça du théâtre. Mais pourquoi des petites personnes? Est-ce que c'est parce que ça représente un attrait particulier pour les gens qui vont là ou... Bien, je pense, moi, là, mon impression là-dedans, c'est que les petites personnes, surtout au jardin, je trouve, parce qu'on en voit souvent des petites personnes, mais t'as pas l'impression de les connaître vraiment, tu sais, tu les vois sur la rue, tout ça. Mais ces personnes-là, je trouve qu'ils dégagent tellement, là, c'est écœurant. Tu sais, t'es à côté, là, puis... Ah, c'est bien chaleureux, c'est bien énergique. Alors moi, je dégage pas grand-chose, je te comprends bien. Oui, oui. Oui, mais je sais pas, c'est tellement compact, tu sais. Ben, ça va bien, votre affaire, c'est bon. Alors, écoute, tu nous amènes presque normalement au prochain thème dont on veut parler, parce qu'on veut parler de séduction. On va en parler tout de suite après cette pause avec Nathalie et avec Gino, parce que, évidemment, une que je ne pensais à la survie
de ceux qui vont me succéder. Eh bien, voilà que dans notre société, que l'on le veuille ou pas, il faut organiser ses affaires. Généralement, on ne le fait pas assez bien, ou sommes-nous suffisamment informés au moment de le faire, ou encore, je veux que ça donne faire un testament. Bien, il y a des règles. Si vous mourrez sans avoir fait un testament, si vos dernières volontés ne sont pas écrites, il y a des dispositions qui font en sorte qu'on va disposer de vos biens et on va les partager selon des choses qui sont prévues par le législateur, par la loi, par la norme. Il y a eu ce fameux partage du patrimoine familial. C'est peut-être venu changer des choses, ça aussi. On parle souvent de la loi du patrimoine familial au domaine du divorce. Mais pour un couple qui ne passe pas par l'échec du divorce ou de sa relation maritale, voilà donc qu'au moment du décès d'un conjoint, ça aussi, on a prévu une partie des droits successoraux en cette matière. Est-ce qu'on est taxé sur notre... c'est ce qui nous resterait, sur notre héritage? Est-ce qu'il y a de l'impôt des successions? Il faut regarder ça. Je pense que ça n'a pas été touché encore. Il faut pas... Parlez-en pas trop fort. Ça pourrait donner des idées. S'ils vont par en arrière, ils ne pourraient pas y aller par en avant. Et vous allez voir que ça va venir avant longtemps. Il y a des ministres des Finances qui vont vous arriver avec ça. Ils vont... S'ils ne peuvent pas vous avoir de votre vivant, ils vont vous avoir comme vous n'y serez plus. Et en fait, c'est toute la dimension aussi presque sociologique et culturelle chez nous. C'est-à-dire que faire son testament, on a comme peur de se jouer un peu dans les tripes et de faire des incantations pour les derniers jours. Et pourtant, il faut déjà le prévoir. Je trouve curieux que des gens font des préarrangements funéraires et pourtant tu leur demandes du même coup. Mais oui, mais vos volontés, votre donner pas de testament. Mais oui, mais vous vous êtes organisé pour vos préarrangements funéraires puis vous ne vous êtes pas arrangé pour l'ensemble de votre patrimoine et de vos biens. Du même coup, il y a des gens qui disent ça ne vaut pas la peine. Je m'arrange et j'ai donné de mon vivant, moi, des choses, c'est-à-dire de l'éducation, une formation à mes enfants. J'ai travaillé toute ma vie, ils ont les outils qui s'arrangent avec ça. Ça, c'est parce qu'on pense aux comptes de banque, aux argents. Mais il y a des choses également que l'on ne fait pas dans l'inventaire de nos biens et qui passent. Qui peut faire un testament? Quelle sorte de testament on peut faire? C'est vrai qu'on peut s'enfermer dans sa chambre, puis écrire ça, puis signer ça, puis c'est fini, puis quand il le trouve, ben oui, mais s'il le trouve, puis il le trouve trop tard, etc., etc., etc. Pour ce faire, dans un premier temps, je pense qu'il va falloir rencontrer un monsieur qui est spécialiste dans le domaine. Il est à la Chambre des notaires chargé de la formation au domaine des successions. C'est un notaire, bien sûr. Il s'agit de Serge Allard, qui est notaire. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Morin. Vous allez bien? Oui. On peut-tu arrêter de vous appeler maître? Absolument. OK. C'est réglé pour l'intro. Est-ce que nous devons tous faire des testaments? De manière générale, chacun a le pouvoir et l'intérêt de faire un testament. Sauf qu'évidemment, il y a des personnes qui ont, pour ainsi dire, pas de biens ou qui n'ont que du passif, que des dettes. L'intérêt de faire un testament est moins grand. Parce qu'à ce moment-là, lorsqu'on transmettra le peu de biens et les dettes, ce sont les héritiers qui seront préoccupés de comment ils vont exprimer leur acceptation ou leur renonciation de la succession. OK. Est-ce que je peux faire hériter qui je veux? Absolument. On a au Québec, c'est pas le cas dans tous les pays du monde, mais au Québec, il existe le principe de la liberté absolue de tester. On peut donner... Tester? De faire un testament. OK. C'est pas tester, voici l'électricité. Non, OK. Absolument tester. Pas. Non, mais c'est l'expression. Peut-être que dans le testament, on teste oui. les héritiers. Souvent. Donc, on peut laisser à qui on veut. Cependant, certaines choses, on connaît dans le folklore, sont tellement farfelues qu'elles permettront de laisser planer un doute sur l'état d'esprit du testateur. Et à ce moment-là, les héritiers qui seraient déshérités parce que le type laisse à son chien ou à sa décapotable, ils pourront attaquer le testament sur sa validité, quant à sa validité. Est-ce que je peux, seul, moi, dans mon salon, un soir, je dis là, je me prépare, j'organise mes affaires, je dis, bonjour, je m'appelle Jean-Luc Mongrain, je suis saint d'esprit, nous sommes là, tel jour, etc., etc., en foi de quoi j'ai signé, je cède à un tel, un tel, un tel, puis... C'est ça. Comment il s'appelle, ce testament? Holographe. Holographe. Oui, c'est tout à fait valable à deux conditions. Vous les avez exprimées. Un, qu'il soit écrit de la main du testateur. On ne fait pas ça à dactylo. Non, on ne fait pas ça sur des formules préimprimées qu'on achète ou qu'on photocopie à partir du testament de quelqu'un qu'on connaît. Et on l'écrit de la main, donc, et on le signe. Souvent, on pourrait oublier de signer, puisque non, il faut que ce soit signé également. C'est un testament qui est tout aussi valable que les autres formes de testament, notarié et dérivé de la loi anglaise devant témoin. Sauf que ce testament-là sera vérifié par le tribunal
qui aura recours à un affidavit de témoin qui prouve que c'est bien l'écriture du testataire. Ce que je fais avec ça, là, je l'enterre pas non plus. Là. Justement. Il faut que j'aille le déposer à quelque part et que j'indique à des gens que mes volontés sont écrites à quelque part, c'est fait. Et au moment de mon décès, vous allez le trouver à tel endroit. C'est ça. On a un problème de conservation avec ce type de testament. Le deuxième type, c'est le testament devant notaire. Oui. Oui, absolument. Devant, maintenant, selon les lois actuelles, devant 2 notaires ou bien 1 notaire et 2 témoins, c'est le seul acte, incidemment, qui nécessite le concours de 2 notaires. Parce que le législateur de 1866, notre loi n'est pas contemporaine, considérait que c'était tellement grave comme acte qu'on avait besoin d'avoir beaucoup d'assistance pour vérifier l'état d'esprit du testateur. Ça, c'est un principe, là. Ouais. Parce que généralement, quand je me ramasse faire mon testament devant le notaire, il fait venir ses 2 secrétaires quand c'est fini. Non, les secrétaires, c'est interdit par la loi, mais il peut faire venir ses confrères. C'est ça, des quidams ou des gens qui traversent sur la rue. Souvent, les notaires suggèrent à quelqu'un de venir avec ses témoins. Troisième type, vous m'avez dit celui d'inspiration britannique, c'est-à-dire devant témoin. C'est ça. Ce qui est fait sur des formules. Si vous achetez, ça se vend dans les librairies, certaines, des formules préimprimées où il vous reste qu'à remplir certains blancs. C'est le testament qui est fait sur une formule où on ne remplit que certains aspects. Et là, ça doit être fait devant 2 témoins. 2 témoins. 2 témoins. Je sais pas, ça doit être fait devant eux? Oui. Ou si je lui dis, ça ne regarde pas, mais soit devant témoin. Il faut que les témoins sachent que c'est le testament. On peut ne pas le leur lire, mais il faut qu'ils sachent que c'est un testament. Parfait. Ça, c'est les 3 types de testaments qui existent. Celui qui est fait devant notaire a l'avantage d'être consigné. Absolument. C'est-à-dire, on sait où il est, il n'est pas perdu, de sorte que je dis à mes proches, j'ai fait mon testament chez le notaire à l'art. Au moment de mon décès, ils vont appeler le notaire à l'art. C'est ça. Et d'ailleurs, le testament notarié est enregistré au registre central. C'est le fait qui est enregistré. On ne dévoile pas le contenu, donc les gens peuvent être tranquilles quant au secret de l'acte. Et la personne qui règle la succession téléphone à la Chambre des notaires, demande s'il existe un testament. Si Joe Blow a fait un testament, on lui dit oui chez le notaire à l'art. Au retour de la pause, là, on va se demander qu'est-ce qu'on met là-dedans dans le testament. Je peux-tu faire hériter de tout, moi? Ce que je pense qui est à moi, ce qui n'est pas encore à moi, ce que j'ai pas fini de payer, à qui je peux faire ça, OK? Au retour de la pause. Parce que des fois, on ne le sait pas, des affaires qui ne nous appartiennent pas, peut-être. Voilà le problème. Notaire, je reviens, vous m'avez dit tantôt, bon, OK, on peut faire hériter qui on veut. Absolument. Mais bon, on ne peut pas faire hériter qui on veut de tout ce qu'on veut. Non. Les seules choses qui sont transmises, la loi dit que ce sont les choses transmissibles. On ne peut pas laisser en héritage son droit de vote, laisser son obligation alimentaire vis-à-vis ses enfants. On ne laisse que son patrimoine, les actifs, les passifs. Les dettes, ce qu'on a. Les dettes, on les laisse, on les transmet. On les transmet. Oui. Hein? On peut arriver d'hériter de dettes. Et c'est là qu'on peut renoncer à la succession. Parce que je veux dire, là, si j'accepte cette succession-là, je fais... Et il peut arriver, théoriquement, qu'on soit pris pour payer davantage de dettes que ce qu'on a reçu. Oui, c'est ça. C'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut analyser, faire le bilan du cadeau, peut-être de grec, qu'on soit empoisonné. Mais ma question, c'était dans le sens que je ne peux pas disposer de tout. Je suis marié, je suis sous le régime, évidemment, du patrimoine familial, la fameuse loi 143. Donc, c'est pas tous mes biens qui vont à qui je veux. En fait, on ne peut disposer, pour trouver une formule, que de ce qu'on a. À la fin du mariage, lors d'un décès, on s'appliquera à établir le patrimoine de celui qui est décédé. Mais celui qui est décédé, puisqu'il est ou elle était marié, il y a véritablement toute une partie de son actif qui doit être transmis au conjoint à titre de partage de la société d'acquêt, de la communauté de biens et du patrimoine familial. Donc, on ne laissera ensuite à ses autres héritiers, ça peut être aussi le conjoint, mais le conjoint et les enfants et les frères-sœurs, on ne laissera que ce qui reste une fois la liquidation des droits matrimoniaux effectués. Mes volontés sont sujettes à la loi. Absolument. OK. On ne peut pas outrepasser ça. On ne peut pas outrepasser la loi. Et le bilan de ce que j'ai au moment de mon décès va passer d'abord par le régime matrimonial dans lequel je suis. Et c'est le patrimoine familial. Le conjoint a une situation privilégiée qu'il peut exercer différentes options. Supposons un conjoint pourrait dire, bien moi je renonce à la succession, mais je garde la moitié du patrimoine familial, mes avantages à titre de
conjoint en société d'acquet, les donations par contrat de mariage, selon que ça ou ça est plus avantageux pour le survivant. Je peux le faire. Absolument. Okay. Quand vous me parlez de conjoint depuis tantôt, vous me parlez de gens légalement et dûment mariés devant Dieu, les hommes ou la loi. Seulement. Mais le conjoint de fait, lui. Non. Le conjoint de fait n'hérite pas. Il n'hérite pas automatiquement. Il n'hérite pas en application de la loi. Il peut hériter au terme d'un testament si les concubins ont pris la liberté de faire des testaments. Mais beaucoup de gens décèdent sans testament. Ah, voilà. Et à ce moment-là, c'est la loi qui s'applique. Et le concubin, le conjoint de fait, ne bénéficie d'aucune protection énoncée dans la loi. De là, si je tiens à protéger mon conjoint de fait, je dois attester. Absolument. Sinon, si je meurs ad intestate, que vous appelez ça, en latin, mais sans testament, c'est déjà prévu et réglé par le législateur et par la loi qui héritera de mes biens si j'ai pas fait de dernier testament. Et ça peut aller à un grand-grand-oncle ou à un petit-petit cousin, quand bien même vous avez resté avec la même femme ou le même homme pendant 27 ans. Le législateur présumera que vous aimez mieux, parce que la loi est ainsi faite qu'elle est censée traduire les affections présumées, que vous aimiez mieux votre grand-grand-oncle de Chicago que la personne avec qui vous avez vécu hors des liens du mariage. OK. Donc, si je veux que mon conjoint ou ma conjointe de fait hérite, je dois le spécifier et faire un testament. Sans quoi, aucun droit d'héritage. Un testament, est-ce qu'on fait ça une fois dans sa vie? En fait, il faudrait en faire un bon, complet, avec toutes les dispositions d'administration de la succession, au moins une fois dans sa vie. Sauf que lorsqu'un notaire a à faire un testament pour son client, bien sûr, il essaie de faire en sorte que le testament vaille, soit efficace le plus longtemps possible. On prévoit s'il survient des enfants, si la personne divorce, par exemple, on essaie que ce soit valable pour bien des circonstances. Mais ensuite, on peut changer d'idée sur quelques petits aspects. On ne parle pas là, du drame de celui que l'on veut déshériter. Mais est-ce que c'est vrai? C'est pas un document statique, un testament. Non. Okay. Ça évolue et on peut changer ses volontés de manière fort simple, sans avoir besoin de tout reprendre l'exercice. Okay. Non, mais tu sais, je n'étais pas en affaires, là, je suis devenu en affaires. J'avais pas d'enfants, là, j'en ai. Il est arrivé des affaires dans ma vie, etc., etc. Il y a des modifications de mon profil. Je peux changer de testament. Oui. Et ce sera souvent bien opportun de le faire en cas de remariage, en cas de naissance d'enfants additionnels. Est-ce que c'est le dernier en date qui vaudra toujours? Oui. C'est le dernier en date, mais il est possible de faire en sorte que le dernier en date soit cumulé à des dispositions qui sont contenues dans un autre avant. C'est possible. Okay. De mettre plusieurs testaments ensemble, mais la plupart du temps, c'est le dernier. On dit que tous les autres équivalents sont annulés par celui-ci. Il y avait un poète italien qui disait « Il est en matière d'amour comme en matière de testament. Seul le dernier est valide et annule tous les précédents. » Ah ouais? Il reste des souvenirs. C'est ça. Si je reviens à mourir sans testament, si je meurs sans testament, parce que je veux bien comprendre, il se peut très bien qu'il y ait des gens que je ne veux pas voir profiter de mes biens et à qui je ne pense pas pour le moment, qui se ramasseraient à hériter de mes affaires. Qui sont très loin de vous dans l'ordre de vos affections. OK. On va aller au téléphone, si vous le voulez bien, pour commencer à répondre à des questions des gens, du public, parce qu'il y a toutes sortes de drames qui se passent des fois. Des fois, on s'aperçoit qu'on aime moins par ailleurs. Il y a des choses heureuses pour ceux qui restent. Il y a des choses heureuses des fois aussi. Mais des fois, tu sais, quand elle donne ça à la communauté, là, c'est... Oui, allô? Bonjour, M. Mongrain. Bonjour. Bonjour. M. Mongrain, pour répondre à votre question du jour, moi et mon épouse, on a des enfants et on a toujours dit à nos enfants que le plus bel héritage qu'on pourrait leur donner, c'est l'éducation. Oui. Alors, on s'est assis autour d'une table, ces choses-là. Et puis, sur les 4 enfants que l'on a, on a pris pour optique de se payer la traite, c'est-à-dire des sorties, fréquemment des voyages, ces choses-là. Alors, si, à notre décès, mon épouse et moi, il reste des sous, ben, à ce moment-là, c'est notarié, c'est tout fait en conséquence que les jeunes puissent, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'eux vont pouvoir en profiter. Alors, pendant ce temps-là, ben, on en profite ensemble parce que durant notre vivant, ben, ces enfants-là, on sait un peu ce qu'ils font. Alors, ils peuvent en jouer avec nous, on peut en profiter ensemble. Et puis, après notre décès, ben, c'est malheureux. Je veux dire, un jour ou l'autre, il va falloir partir. Mais s'il va rester des sous, ben, à ce moment-là, s'il en reste, ben, ils s'arrangeront avec ce qui restera. Mais au moins, on en aura profité ensemble. Mais on
c'est couvert, c'est notarié, les enfants sont au courant, ils ont un téléphone à faire, tout est fait, tout est réglé, mais on s'est assis ensemble, on en a discuté et c'est fait. Alors, tout votre patrimoine, ce qui en restera, parce que là, présentement, vous dites, on investit pour leur avenir parce qu'on leur paye l'instruction, mais tout votre patrimoine, le restant, sera soit à celle qui vous survivra, à votre épouse et aux enfants. Absolument, c'est fait comme ça. Comme je dis, on s'est assis ensemble, on a regardé ça, et puis en tout cas, pour nous, c'est la solution qui s'est avérée efficace. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça a été une occasion de discussion dans la famille. Ben, absolument. Les enfants ont dû dire, hey, qu'est-ce que vous faites là, vous autres, parce qu'on ne veut pas voir cette éventualité-là. Ben, c'est justement, comme votre invité disait, nous, on veut laisser nos biens, on a travaillé pour, on ne veut pas laisser ça à n'importe qui, alors c'est fait. Il y en a, en passant, j'ai 4 enfants, il y en a un là-dessus qui, lui, l'éducation, c'est plus ou moins important, ces choses-là, on le respecte, il n'y a aucun problème, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, en autant qu'ils soient bien. Les 3 autres veulent continuer, ça va, on respecte ça aussi, mais on veut laisser et on veut faire jouir de ce qu'on a pendant notre vivant, puis après, je dis, s'il en restera, puis c'est pas plus grave que ça. OK. Bien, merci beaucoup, monsieur, de votre commentaire. Bonne journée. Parce que dans votre chose, j'ai quelques questions à poser au notaire, moi. Parce que c'est pas évident que c'est juste le reste qui va leur aller, puis à quelle part, puis à part égale. Puis est-ce qu'on fait du chantage, des fois, avec la succession? Mettons, il dit, il y en a un qui n'est pas très fort sur l'éducation. Ben, tu vas en avoir moins. C'est possible d'assortir souvent les legs, ce qu'on donne, de conditions. Et souvent, les gens, quand ils ont des jeunes enfants, ils vont dire, je donne peut-être un peu plus d'argent à celui qui voudra faire une maîtrise, un doctorat, qui voudra étudier à l'étranger, voyager. Et ça, c'est maintenant assez fréquemment utilisé. Ah oui, c'est utilisé comme incitatif. Oui, absolument. On revient après la pause avec d'autres questions. Lui, là, ça va bien. C'est un foyer familial extraordinaire. 4 enfants, tout va bien, ils en ont parlé. Mais si on est en matière de contrat, parce que c'est le dernier contrat qu'on fait, le testament, en tout cas qui tombe valide, il y a matière à litige. Ah, bien sûr. Lui, là, est-ce qu'il peut dire, bon, mais mon plus jeune, lui, là, les études, pas fort. Donc, il héritera de sa part en argent ou de la maison s'il obtient une maîtrise en médecine. Les conditions sont possibles dans les testaments. On peut assortir un legs, on peut assortir la transmission d'un bien d'une condition. Évidemment, la condition doit être conforme à l'ordre public, c'est-à-dire ne pas aller à l'encontre d'une liberté fondamentale. Oui, mais une maîtrise en médecine, il a peur du sang. Ce gars, il le fera jamais. Bon. Il veut pas. C'est un artiste sculpteur, puis il va devenir aussi populaire que Rodin. Puis son père, il met une condition de s'en aller à la médecine, parce que lui, il a été médecin un jour dans sa vie, puis il faut que dans ma famille, il y ait des médecins. Vous doutez bien que, dans bien des cas, ces conditions-là ont été contestées de la part de ceux à qui elles étaient imposées. Et les tribunaux ont dit que lorsqu'on va carrément à l'encontre de la volonté de la personne qui reçoit, et lorsqu'on force la personne à choisir entre l'argent d'un côté et son avenir, qu'il soit professionnel, affectif, amoureux, eh bien, ça vient enfreindre les libertés fondamentales. Et à ce moment-là, on peut hériter et on n'a pas à satisfaire la condition. Bon, je pense à une condition. Moi, j'ai une fille. Je pense que c'est une fille qui a beaucoup de classe. Je ne veux pas qu'elle marie un motard. Si elle marie un motard, elle n'a pas d'héritage. Les clauses dictant l'orientation de la vie amoureuse sont, la plupart du temps, jugées nulles par les tribunaux. Donc, si ma fille disait, écoute bien, t'exagères, tu brimes ma liberté... Elle va marier son beau motard. Je veux pas qu'elle marie un protestant. Liberté religieuse, c'est garanti maintenant par les chartes. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. Je veux pas qu'elle marie un arabe. Liberté raciale, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Ah, OK. Je fais mon testament. Je serais prêt à tout laisser à mon épouse. Mais je veux pas qu'elle se remarie, par exemple. Ouais. On en a eu beaucoup dans l'histoire. Dans l'histoire, au Québec, il y en a eu souvent. C'était les clauses de viduité. Ça a été longtemps admis parce que on assurait ainsi que le mari, parce que c'est le mari la plupart du temps qui faisait une clause comme ça, donnait à son épouse ce qu'il fallait pour assumer sa vie, celle des enfants, jusqu'à son remariage. Il n'y a pas question que son vieux gagné qui en fasse vivre un autre. Aujourd'hui, ces choses-là sont regardées de manière très critique par les tribunaux et elles n'ont, pour ainsi dire, plus de chances de pouvoir s'appliquer. Oui, c'est sûr. On a de la misère à se garder de notre vivant. Comment tu veux garder ça? On va aller au téléphone. Oui, bonjour. Oui, bonjour, M. Mongrain. Bonjour, madame. Nous, on va laisser en héritage une
une deuxième maison, là, disons, là, c'est un chalet qui est considéré comme une maison aujourd'hui, qui m'a été légué par mes parents aussi. Dans le testament de mon père, c'était écrit comme quoi que ça allait à moi et à ma sœur également, mais que nous, on devait le léguer à nos enfants de premier rang. Et puis donc, on n'a comme pas le choix, il faut léguer ça à nos enfants. Et puis, par la suite, ben eux, selon nos testaments, on verra là, comment on arrangera ça. On y pense, là, ça fait quelques mois qu'on a hérité de ça. Et on pense à faire un testament, mais ça devient compliqué, fait qu'on se demande comment on va s'arranger, là. Voilà, là. Ça, c'est intéressant, parce que eux autres, ils ont hérité de quelque chose, mais qui est attaché. La dame sera heureuse d'apprendre que ça s'appelle une substitution fidei commissaire. Ah, c'est intéressant. On a le droit de laisser à quelqu'un à charge de transmettre, à charge de ne pas vendre, de conserver et de transmettre à quelqu'un d'autre. Et on peut même imposer que cette deuxième personne-là transmette à une troisième personne à son décès. On ne peut pas aller au-delà de 2 degrés comme ça, mais c'est permis. C'est souvent le cas lorsqu'on veut laisser un bien dans la famille, sauf que la loi prévoit une limite. On peut le faire 2 fois, mais après ça, c'est tout. Mais elle, si elle le fait, c'est à partir de elle qu'elle va faire 2 fois. C'est ça. Ses enfants, ses enfants vont hériter une première fois. Si elle reproduit l'intention de son père, là? Elle n'a pas besoin de reproduire l'intention de son père. Ça va jouer automatiquement, parce que quand elle reçoit le bien, elle le reçoit affecté d'une charge, transmettre. Ouais. Elle ne peut pas en disposer. Et donc, à son décès, forcément qu'elle ait prévu le contraire, qu'elle l'ait confirmé dans l'acte, peu importe, forcément, ses enfants vont hériter. Bon, mais ses enfants pourront-ils, eux, reproduire le grand-père? Oui, absolument. Le grand-père peut imposer 2 bons, 2 fois. Okay. Et celui qui reçoit en bout de course peut dire, c'est ce que voulait mon aïeul. À mon tour, je prévois 2 fois. Et comme ça ira. Mais là, elle, ça va bien, madame, ça va bien, puis j'espère, puis je vous le souhaite. Mais prenons le coup que ça va mal. C'est tout ce qui me reste. Je suis tombé en mauvaise affaire. J'ai perdu ma maison à Montréal. J'ai plus de job, j'ai rien. Mon bien, c'est celui-là. J'ai de la misère à subvenir aux enfants que j'ai actuellement. Puis je peux rien faire avec ce chalet-là. Je peux pas le vendre pour faire manger mes enfants. Non, c'est impossible parce que le testateur a, dès la confection du testament, donné des droits à quelqu'un qui vient ensuite. Donc, la personne reçoit pour en jouir toute sa vie durant, mais que pour ça. C'est comme si je vous laissais une action du Bell Canada en disant, vous aurez les dividendes toute votre vie, mais à votre décès, vous les transmettez à quelqu'un d'autre. Peut-être que l'action vaut 200 $. C'est même capable de faire vivre le chalet, suppose, madame. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe en décrépitude. Oui. C'est une limite. Elle reçoit à l'intérieur d'un cadre très restreint. C'était un beau cadeau au début, mais ça devient un problème vers la fin. Bien, c'est ce qu'on pense, là. C'est comme ça qu'on... C'est pour ça, là, faut... Avec les sous qu'on a eus avec ça, il faut penser à ces sous-là, là, dire, mais là, il faut que je les garde pour les rénovations qu'on a à faire tout au long de notre vie à nous autres. Puis, si jamais moi je meurs demain matin, mes enfants, ils ont 5 ans, 6 ans, puis 7 ans, là, qui va entretenir ça jusqu'à temps qu'eux autres puissent l'entretenir? Il faudrait voir les termes du testament, mais sans doute que ça ne vous interdit pas de louer le chalet, d'en tirer un revenu qui va, lui, aller servir à payer des dépenses. Faudrait voir. Et aussi, bon, là, j'ai donné les grandes lignes, mais il y a sans doute possibilité de demander, parce que les enfants qui vont hériter peuvent demander une curatelle à la substitution pour garantir leurs droits. Il est possible, si vos enfants sont majeurs, de les faire renoncer. Sauf que si les enfants sont mineurs, ils ne peuvent pas renoncer. Mais si les enfants sont majeurs, qui savent bien on voit bien que le bien est en train, bien, les enfants vont renoncer au bénéfice de la substitution, et à ce moment-là, on pourra liquider. C'est ça, quand on est tout seul, ça va bien. Mais là, si moi, je meurs, puis ma soeur, elle reste, bien là, dans le fond, il y a sa moitié à elle pour le moment. Bon. Et la moitié de mes enfants, elle va être obligée d'entretenir le restant de ma moitié qui va aller à mes enfants plus tard. Puis là, en fin de semaine, quand vous allez au chalet, ma tante est dans la chambre d'à côté. Bien, c'est ça. En fait, c'est un problème additionnel. Bien, le premier, c'est peut-être pas un problème, c'est un avantage, quoique non complet. C'est un problème additionnel. L'indivision, si je laisse à mes enfants mon chalet, que je le laisse en 4 parts égales, pour eux en disposer leur vie durant, mais bien sûr qu'un samedi, chacun débarquera avec son panier, sa chaise longue, et que tout le monde voudra s'asseoir sur le quai. C'est l'indivision, c'est un problème déterminant, mais c'est le testateur qui donne. J'aime beaucoup votre exemple, madame. Merci beaucoup de nous avoir informés de ces choses-là. Ça nous permet de voir que lorsque l'on établit ces dernières volontés, ça peut être, pour des générations à venir, des difficultés à envisager. Merci. De rien, merci. Au revoir. C'est pas facile, ça. Non, 2 problèmes. 2 problèmes.
Qu'est-ce qu'un téléphone? Un ensemble complexe de fils et de boutons reliés en réseau? Non. Le téléphone, c'est votre mère, votre belle-mère. C'est une mauvaise nouvelle ou de bonnes nouvelles. Un téléphone, c'est un lien vital. Une rumeur qui circule, un contact, un échange, une relation. Avec Unitel, le téléphone, c'est aussi le plan d'appel entre nous. En plus d'être la compagnie d'interurbain la plus avantageuse, Unitel tient maintenant à ce que vous, vos amis et vos proches économisiez encore plus. En optant pour Entre nous, les clients d'Unitel, qui économisent déjà jusqu'à 35%, obtiennent un rabais additionnel de 15% sur chaque appel interurbain fait à un autre client d'Unitel, membre de leur groupe Entre nous. Et chaque membre du groupe a droit au même rabais. Partagez désormais vos joies, vos peines et vos économies. Appelez au 1-800-265-2552, poste 900. On sait jamais. Oui, bonjour. Bonjour, M. Jean-Luc. Bonjour. Vous allez bien? Bravo. J'appelle de votre beau patin des cantons de l'Est. Allez-y, monsieur. J'appelle aujourd'hui à titre de courtier en assurance de personnes. Oui. Et j'écoute votre ressource aujourd'hui, M. le notaire. Nous, évidemment, dans le travail, on fait de la planification au niveau des besoins, planification financière, entre autres. Oui. Maintenant, bien sûr qu'au niveau du testament, c'est une chose qu'on regarde régulièrement. Et c'est surprenant quand même de voir le nombre de personnes qui n'ont pas de testament ou qui n'ont pas révisé leur testament depuis un nombre d'années. Vous vous en rendez compte, vous? Et oui, ça peut avoir des impacts, M. le notaire pourrait le dire, entre autres. Moi, ce que je suggère au niveau de mes études, c'est évidemment de réviser au moins 5 ans dans certains cas. Soit au niveau des hommes d'affaires ou même du particulier, parce qu'on sait aussi que la fiscalité change régulièrement et ça peut avoir certains impacts aussi ou la succession. Maintenant, quand vous parlez aujourd'hui d'héritage, ça me fait sourire les arguments, parce que des arguments qu'on entend régulièrement, bon, les gens qui veulent laisser, enfin, ce qui reste au niveau du testament et de l'héritage, bien sûr que les gens axent davantage sur l'éducation de leur enfant, c'est une bonne chose aussi. Sauf que on se rend compte aussi quand même, il y a un facteur qui est important quand on regarde les statistiques dans le temps. L'assurance vie, quand même, moi, je trouve que c'est un mal nécessaire. On se rend compte aujourd'hui des femmes qui soient monoparentales ou des femmes qui, à la suite d'un décès d'un époux, sont prises avec très peu de ressources. Alors vous êtes en train de me dire qu'il devrait s'acheter de l'assurance vie? Ben écoutez, c'est un mal nécessaire en soi, parce que sur le plan économique, ça a quand même un impact. Les statistiques ne mentent pas là-dessus. Ben moi, ce que je retiens de votre intervention, monsieur, et je vais la poser au notaire, sur une police d'assurance, on met un bénéficiaire. C'est ça. On peut mettre aux héritiers légaux. C'est ça. Ou on peut nommément désigner. Un bénéficiaire désigné, c'est ça. Ça vient-tu contredire le testament? Le testament va-t-il prévaloir si moi, ma poilusse, j'ai signé ça il y a longtemps? Ce qui est intéressant sur les assurances-vie, puis monsieur pourra confirmer, c'est qu'il est possible, en donnant un bénéficiaire désigné comme ça, que l'assurance-vie soit traitée à part. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, pourrait laisser surtout les dettes et une police d'assurance-vie, et la personne qui est bénéficiaire de la police d'assurance-vie dit, bien évidemment, je recueille la police d'assurance-vie, mais la succession, j'y renonce. Elle est déficitaire, je pense que je vais m'abstenir. Et à ce moment-là, on aura traité différemment les deux masses, l'une enrichissante, l'autre appauvrissante. Mais si on laisse aux héritiers légaux, aux héritiers testamentaires, bien là, ça peut entrer dans la succession. Et à ce moment-là, ça va grossir l'actif. Mais si le passif est tellement important qu'il y en a plus, ça pourrait réduire l'intérêt de vous. Donc, c'est intéressant, lorsqu'on est prêt à souscrire à une assurance-vie, de voir comment on peut, selon la fortune qu'on a, arranger les choses de manière à garantir avec l'assurance-vie à une personne un revenu déterminé, qui va toujours rester acquis, quand bien même, avec le temps, on ferait beaucoup de... En parallèle? Oui. Donc, sur une assurance vie, nommément? C'est possible. OK. Oui. Merci, monsieur, de votre intervention. Ça a amené un élément fort intéressant. Oui, maintenant, je vais juste ajouter une chose. Oui. Quand je parle quand même d'éléments au niveau de la famille, les gens, bien sûr, l'assurance vie, si les gens disent, bon, dans un sens, moi... en fait, j'en ai pas moins tellement. L'héritage, c'est plus ou moins important. Mais c'est que dans l'immédiat, ce que je veux souligner, c'est que dans l'immédiat, c'est quand même important. Parce qu'en fait, lorsqu'arrive le décès d'un des conjoints, on sait qu'il y a un salaire remplacé quelque part. Et c'est peut-être ça, dans le temps, qui peut contribuer à l'appauvrissement de certaines familles. Parce que quand on a oublié cette partie-là qui est importante, et puis qu'il y a un décès en pleine croissance familiale, par exemple,
et puis que vous voyez une mère de Ah, famille... ben c'est sûr, on appelle ça une assurance pour ça, parce que dans le testament, c'est pas assuré que tout notre patrimoine est accumulé. Alors ça, c'est une source de revenus et un avenant. Merci, ça. monsieur. Bienvenue. Bonjour. OK, au revoir. Notaire. Oui. Moi, j'ai un problème, là. Je suis en train de penser à faire mon testament. Je fais hériter quelqu'un de 100 000. Il n'y en a pas d'impôt sur les successions, là. C'est disparu depuis 15 ou 20 ans, je crois. Il y en a eu longtemps, l'impôt sur les successions et les dons. Ça a été aboli. C'est aboli. Oui. Pas dit que ça ne reviendra pas, là. Un gouvernement étant souverain, il peut bien décider ce qu'il veut. Parlons-en à M. L'évêque. OK. L'autre question que j'ai. On s'en va, ma femme et moi, en vacances. Oui. Puis là, on se frappe bien comme pour. On meurt tous les deux en même temps dans le même accident d'avion. Qui hérite de quoi, là? Bon. Vous avez dit on meurt en même temps. Il faut savoir que pour hériter, il faut survivre. Il faut avoir survécu, même si on est mort. Et on peut survivre très brièvement le temps du souffle d'un soupir. Et des gens vont dire, ben oui, lui est mort à 8h31 et elle, on l'a vu mourir un peu après à 8h35. Ouais. Donc, la personne qui a survécu a hérité. Même si elle est morte. Même si elle est morte. Elle est présumée avoir vécu un petit peu. Ben, elle n'est pas présumée, on l'a vu vivre un petit peu. Les médecins en témoignent, les gens qui ont assisté à l'accident. Oui. Et là, elle a hérité. Évidemment, elle n'est pas là pour s'enrichir, elle n'est pas là pour manifester son approbation, mais elle a hérité. Et lorsque vient le temps de régler la succession, on prend les biens de l'un, on les donne à l'autre, mais l'autre est morte, est mort, et on prend ces biens-là qui se retrouvent entiers. Ça va dans ses volontaires. Dans sa famille. Donc, deux personnes qui n'auraient pas d'enfants. Oui. Le mari décède, il ne laisse rien à sa famille, tout à sa femme qui est morte, et ça va tout dans sa belle famille. Bon, ça, c'est beau parce qu'il y avait un médecin, y a-t-il un médecin dans la salle? Mais en haut de l'Atlantique, là, moi, là... Non. À ce moment-là, s'il arrive... Il n'y a pas personne qui sait ça, qu'elle m'a survécu 30 secondes. Si on est incapable de déterminer qui a survécu, on règle la succession de chacun, du côté de chacun, comme si l'autre n'avait jamais existé. C'est une notion qui existait, ça, avant. Hein? Oui, avant, il y avait des présomptions de survie. Ouais. Et c'était blessant, parce qu'on disait que les femmes étaient censées être mortes les premières, parce que l'homme était plus fort, que les jeunes étaient censés avoir survécu aux plus vieux, etc., etc. Mais ça, c'est aboli comme notion. C'est aboli depuis quelques années déjà. Parfait. On s'arrête pour une pause ou on va au téléphone? On va au téléphone. Ah oui, on va au téléphone. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Mon nom, c'est Roxane de Saint-Jérôme. Bonjour, madame. Moi, je vous appelle, c'est parce que j'ai fait mon testament il n'y a pas longtemps, après un mois. Oui. Avant de faire le testament, j'en ai discuté avec mes enfants pour expliquer ce que c'est un testament parce que mes enfants sont jeunes. Oui. Ils sont très jeunes, puis je suis jeune moi-même. Ce qui m'a apporté à faire mon testament, c'est que je suis atteinte d'une maladie que les médecins ne croient pas que j'en ai des années à vivre. Fait que j'ai pour nous autres, bon, j'ai pas une grosse fortune. Ce que je lègue à mes enfants, ce qui est le plus important, c'est le soutien moral. Je veux dire, leur montrer tout ce que l'on leur a montré dans la vie. Le plus important de vivre. Bon, ça, on les a fait profiter, on profite avec eux autres des meilleurs moments. Et puis, chaque enfant, ils ont chacun une boîte à eux autres que j'ai faite. C'est des petits souvenirs à eux autres qu'on va acheter. Puis ils se rappellent en voyant telle chose, les bons moments qu'on passait avec eux. De sorte que vous profitez du plus possible de la vie que vous avez présentement pour être avec eux et vous tentez, avec le peu de pécule que vous avez amassé, d'assurer chez eux plutôt le souvenir que la richesse. Oui, bien, je veux dire, l'argent, c'est important, c'est un sens, mais l'argent, quand quelqu'un décède, souvent, ça fait beaucoup de chicane dans une famille. Si je deviens avoir un certain montant, les enfants, ils ont leur compte de banque. Ça va être déjà séparé si je leur être capable de leur en... Alors, vous avez fait un testament et vous avez établi vos volontés et vous en avez parlé avec vos proches. Oui, j'ai fait, on a fait un testament comme deux testaments. Un, que si je meurs seule, puis un, si moi, mon mari, on viendrait qu'à mourir avec nos enfants à 18 ans. Parce que la plus jeune, elle a 7 ans. Mais les enfants comprennent peu, puis ils ont même demandé des choses que dans la maison, comme c'est un peu drôle. Mon garçon de 10 ans, il nous a demandé de mettre sur le testament, c'est qu'il voulait avoir la table de cuisine avec les chaises. Ben oui. Moi, j'ai eu ça. Moi, j'ai le set de Saladin de mon grand-père. Et ça peut suivre, ça, ces objets-là. Puis ils ont une petite, des petites choses là, de génération en génération. En génération, des souvenirs de famille. Merci beaucoup, madame, de votre témoignage. L'exécution testamentaire. Un exécuteur qu'on choisira. C'est
pas le conseil de famille qui choisit, là, c'est nous. On choisit nous-mêmes. Et on donnera à l'exécuteur mission de donner aux enfants, et là, un petit peu à 18 ans, un petit peu à 21 ans, un petit peu à 35 ans, comme ça, on peut s'assurer nous-mêmes qu'on verra à ce que l'argent soit dépensé comme on le désire. OK. Ça, c'est une bague, ça date, ça, là. Ça, c'est un cadeau que j'ai eu. C'est mon grand-père qui avait ça. Je l'ai fait réajuster parce qu'il était plus colosse, mais mon gars, il la voudrait. Oui. Je suis pas pour dire je meurs puis partagez-vous mes biens. Ça, je veux que ça aille à mon gars, ça. Qu'est-ce que je fais? On peut faire des legs particuliers, c'est-à-dire on identifie des biens déterminés et on exprime clairement à qui on veut que ce soit dévolu. Il y en a fréquemment. Dans presque tous les testaments que j'ai faits, il y avait des legs particuliers. On peut faire, pour ainsi dire, que ça aussi. On peut, si on est capable de faire l'inventaire de ces choses. À la fin de sa vie, de faire l'inventaire des biens ou des masses, dire je donne tous mes biens meublants, tous mes comptes de banque, mes voitures, etc. On peut donner à des personnes désignées. C'est possible. Est-ce que je peux faire un legs particulier d'une maison? Oui. On peut faire un legs particulier d'une maison, sauf que c'est dangereux. Parce que lorsqu'on lègue à titre de legs particulier, lorsqu'on donne un bien à une personne ou quelques biens à une même personne, il existe une disposition qui dit que cette personne-là ne paie pas les dettes. Or, quand on lègue une maison, dans la plupart des cas, elle est hypothéquée, il faut s'assurer que c'est bien dans notre intention qu'elle hérite d'une maison sans hypothèque, ou qu'au contraire, elle assume l'hypothèque. Ça, il faut le dire. Il faut le dire, il faut être précis, parce que sinon, la personne va recevoir la maison, ne paiera pas l'hypothèque, qui sera payée par quelqu'un d'autre. Bien là, c'est ça, là, ça me mêle un peu. Moi, ma maison est hypothéquée jusqu'aux oreilles. Je veux la donner à mon fils. Oui. Je lègue à titre particulier à mon fils ma maison, si telle adresse, numéro civique sur le cadastre intel. Bon, parfait. Lui, là, c'est un cadeau de grec, là. Il est hypothéqué jusqu'aux oreilles, ma maison. Eh bien, non. Lui, la manière dont vous lui avez donné, il hérite de la maison et ce sont vos autres héritiers qui vont hériter de l'ensemble de vos résidences secondaires somptueuses, de votre collection d'automobiles, qui vont payer la dette sur l'immeuble à même l'actif qu'ils ont reçu. J'ai donné la maison claire à mon gars, puis c'est les restants des héritiers qui s'arrangeront pour payer l'hypothèque. Il fallait le dire. Parce que la loi prévoit que le légataire particulier ne paie pas les dettes. Mais attention, on n'est pas très sévère. Les tribunaux ont mission, parce que c'est marqué dans le Code civil, de bien voir l'intention du testateur. Vous savez, ces clauses de style, le tribunal doit aller chercher l'intention. Et si le tribunal est capable de dire, oui, mais on a d'autres indices ailleurs dans le testament qui sont à l'effet qu'il voulait que la dette soit transmise en même temps, le tribunal l'appréciera. Ma vieille mère est sur son lit de mort. Ça fait longtemps qu'elle est malade. Je reste loin. J'ai pas le temps, moi, de la voir à tous les fois. Il y a un cousin à moi qui est toujours là, puis bonjour, ma tante, puis comment ça va, ma tante, puis il en prend soin de ma tante, puis vous êtes bien belle, ma tante. En même temps, il pile sa hausse, là, pour qu'elle manque d'air, là. Mais il a tellement réussi à la convaincre, ma vieille mère, qu'elle dit, ah, Léon, il est quasiment plus. Je l'aime autant que mon gars. Il ramasse le paquet. Ça, c'est difficile, parce que le zèle auprès d'un malade, ou l'affection soudaine, le repentir, appelez ça comme vous voulez, à la veille du décès, c'est pas en soi prohibé. On peut tout à coup aimer plus parce qu'on réalise. Bon. Fait que les tribunaux respectent ça, permettent que cette personne-là hérite. Mais si votre zèle... Mais moi, je me sens lésé là-dedans, là. Si votre zèle, si le zèle de la personne s'accompagne de manœuvres douteuses, interception de la correspondance, il parle en mal des autres, là, ça peut être considéré comme de la fraude. Non-renouvellement, tout d'un coup, de la prescription. À ce moment-là, ça peut être de la fraude. Évidemment, ça peut aller jusqu'à la tentative de meurtre ou au meurtre. Et, ça, je ne sais pas si vous le savez, mais quelqu'un qui tue quelqu'un, il ne peut pas hériter. Il y a des dispositions dans le Code civil, ce sont les dispositions sur l'indignité successorale, qui veulent que quand on a participé à la mort de quelqu'un, on ne peut pas, même si on est prévu comme son héritier, on ne peut pas hériter de lui. On ne peut pas précipiter les choses, c'est pour éviter ça. On ne peut pas hériter plus vite. OK. Alors, je peux, moi, contester le testament. Bien sûr. Mais là, je m'embarque dans un problème épouvantable. C'est un procès. Parce que le principal témoin n'est plus là. L'intention, comment je fais pour scruter l'intention de la vieille mère? Évidemment, c'est un procès d'intention. On sait que c'est difficile à faire. Il y aura des témoignages. Il y aura peut-être les témoignages du personnel traitant. Il pourra avoir les dispositions du testament qui peuvent nous aider aussi. Mes enfants sont ingrats.
je donne à mon beau René. OK. Ça pourra nous donner des indices. Merci. On va au téléphone. Oui, bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, madame. Bonjour, madame. J'aurais deux questions à poser Allez-y. au notaire, s'il vous plaît. Je voudrais savoir, en cas de testament holographe, si une des deux personnes qui a signé comme témoin décède, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut refaire le testament? Non. Le testament, premièrement, le testament, sous la forme anglaise, où il doit y avoir deux témoins, ce qu'il faudrait faire pour avoir plus de sécurité, c'est demander tout de suite à la personne qui a signé comme témoin de signer un serment, on appelle ça un affidavit, de signer un serment qui dit « J'ai assisté à la signature du testament, pardon, et je reconnais qu'il s'agit bel et bien, de manière à ce que lorsqu'on aille devant le tribunal, on l'a déjà. » C'est ça, parce que ça prend ça au moment de la vérification du testament. Madame, vous avez confondu deux notions. Holographe n'a pas besoin de témoins. D'inspiration britannique, vos volontés avec deux témoins et testament notarié. Un holographe, c'est moi tout seul, isolé, pas de témoin. Ah bon? OK? Oui. Avec témoin, c'est celui de type d'inspiration britannique, dit-on, qui est votre écriture, manuscrite, avec deux témoins, et celui devant notaire. OK? Ah bon. Mais prenez la peine, donc, de demander à l'un des deux témoins de signer tout de suite un affidavit, de se faire assermenter devant un commissaire à l'assermentation, un notaire. Qui vient de dire là-dedans, c'est bien moi qui agis comme témoin et j'ai pris connaissance qu'effectivement, il s'agissait d'un testament et on m'a demandé de témoigner. Et avec ce document supplémentaire, les témoins peuvent disparaître. On n'en aura pas besoin. Avez-vous une deuxième question? Oui, la deuxième question, ça concerne le patrimoine familial. Vous avez dit tout à l'heure que si une personne décède, elle est obligée de laisser une certaine partie à son conjoint. Mais si la personne est veuve ou veuf, est-ce qu'elle est obligée d'en laisser une certaine partie aux enfants? Non, la personne, les règles qui gouvernent la situation matrimoniale, le patrimoine familial et tout, c'est prévu dans la loi. Si une personne, et c'est une exception, a la liberté absolue de donner à qui on veut, si la personne ne laisse pas de conjoint qui bénéficie de la protection, elle peut donner à qui elle veut. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. D'accord, madame, on s'arrête pour une pause et on revient presque en conclusion déjà. Reverse à la salle J.A. Thompson, samedi 29 mai. Sans toi tout m'est égal, j'ai si mal, tu n'es plus là. 10 personnes sur scène, 2 heures de rock'n'roll endiablé. Le 29 mai, Dick Rivers à Trois-Rivières. Rapidement, notaire. Je déshérite tout le monde. Tous ceux qui pensaient que je les aimais, là, oublie ça, mais je donne ça à SPCA. C'est possible, sauf si c'est un excès de folie, ça peut être annulé. Mais si le monde est surpris, ils vont dire il était fou. Il va falloir faire la preuve que j'étais... Ils vont contester. Ils vont contester ça. Merci beaucoup, notaire. Merci. Pour Chambre des notaires, votre notaire, allez voir ça. Et il y a de l'importance à savoir qu'au-delà de notre propre vie, il y a les autres. Bye-bye tout le monde. Au revoir. Ici Claire Lamarche. Aujourd'hui, à 16h30, des gens ordinaires qui ne le sont pas. Des invités qui ressemblent à votre voisin et qui ont l'air de mener une existence des plus tranquilles, mais qui ont vécu des choses tout à fait extraordinaires. L'événement, un concept original en information. L'événement, toute l'information et plus, ce dimanche, 17h30. Bonsoir, CHEM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le cinéma d'après-midi met à l'affiche la comédie dramatique Bande de flics, mettant en vedette Perry King. Les distractions hors travail d'un groupe de policiers ont des conséquences tragiques. Une femme ici présente à Surta-Wawa? Oui. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Portez-vous bien et bonsoir. Bonsoir. Merci.